je suis pour l'essentiel un pilote de chasse et pilote de Rafale. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous dire que j'étais extrêmement honoré d'être ici parmi vous ce soir parce que, en fait, depuis tout petit, je rêve d'être à haute place. Voilà. Donc pourquoi? Parce que je suis né dans un club omnisport, celui de l'Aviron Bayonnais. Donc j'ai grandi là et j'ai été baigné parmi tous les sportifs. Alors pas de très haut niveau à l'Aviron Bayonnais, mais il y en avait quand même. Et moi, je voulais devenir rugbyman professionnel. Donc j'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 22 ans. Et puis à 22 ans, j'étais confronté à des joueurs comme Patrice Lagisquet, qui jouait en équipe de France. Et il courait beaucoup plus vite que moi. Et je voyais que j'allais pas percer dans le rugby. Et donc j'ai décidé de ne pas suivre en gros ce qui naturellement me poussait à faire du rugby, puisque j'étais né dans ce club-là. Mais j'ai décidé de saisir l'opportunité de devenir pilote. Donc j'ai eu un parcours assez riche en tant que pilote de chasse, avec des hauts et des bas, on en parlera j'espère pendant ces 2 heures. Ça m'a amené à avoir des responsabilités. Alors tout d'abord celle de conduire des machines très performantes, qui ont un coût que je n'oserais pas dire ici, d'ailleurs je ne le sais pas, je ne le connais plus. Donc ce plaisir-là, cette chance-là, et puis surtout la chance de pouvoir mener des hommes, puisque j'étais responsable d'un escadron, donc avec la charge de former les gens, de les amener au combat. Donc ça, c'était une expérience humaine assez riche. J'ai également, à l'issue de cette phase en escadron de combat, où j'ai été sur des théâtres d'opération comme l'Irak, la Bosnie ou le Kosovo, j'ai ensuite été pendant 2 ans instructeur de pilotes taïwanais. Donc j'ai fait instructeur donc, pour des pilotes qui ne sont pas pilotes pour les mêmes raisons que nous. Et ça, c'est assez intéressant à vivre parce qu'on a un choc de culture où chez nous en France, les pilotes de chasse sont pilotes pour ce que je vous disais, c'est-à-dire pour piloter de belles machines, pour être les meilleurs, pour chercher la perfection, ou en tout cas chercher à l'atteindre. Et en face, vous avez et là, de l'autre côté du monde, on a des pilotes qui ne sont pas pilotes pour les mêmes raisons que nous, parce que pour eux, être pilote, c'est avoir un statut social, avoir un bon salaire. Et donc, les leviers pour motiver ces gens-là ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ça a été assez enrichissant. Et donc, pour vous qui serez amenés à faire ou qui êtes amenés à faire des rencontres internationales, je pense que c'est important d'avoir bien conscience qu'on n'est pas tous câblés pareil, et donc on n'a pas tous les mêmes objectifs lorsqu'on cherche la perfection. Voilà, 2 ans après, je suis revenu, j'ai eu la chance d'être affecté à Mont-de-Marsan, où là j'ai travaillé sur le Rafale, j'étais responsable du projet d'expérimentation de l'avion, c'est-à-dire que je devais coordonner tous les essais qui étaient faits sur l'avion avant qu'ils soient livrés aux escadrons qui allaient faire la guerre avec. Donc j'ai touché à la technique, d'abord le côté opérationnel et puis après la technique. Et puis, au bout de 4 ans, un peu responsable de la technique de l'avion, je me suis dit que il me manquait une corde à mon arc. Et c'est celle pour laquelle je suis là parmi vous ce soir, c'est pour vous parler de l'humain. Donc j'avais une bonne connaissance du métier, y compris à l'étranger. J'avais une bonne connaissance de la technique, de la technologie, donc, puisque j'étais chef de l'expérimentation de l'avion. Mais j'avais également un manque, il me semblait, c'était de connaître en gros les forces et les faiblesses de l'humain. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le facteur humain ou l'ergonomie il y a 7 ans. Et depuis 7 ans, je suis responsable d'une unité, quasiment la seule de l'armée de l'air, qui traite de tout ce qui est facteur humain, c'est-à-dire ce sont je traite des questions qui concernent donc ce qui n'est pas technique dans l'avion, c'est-à-dire l'homme, où en fait on doit assurer des formations sur la connaissance de soi, la connaissance du travail en équipage ou en collectif, et puis également au-delà de ça de l'ergonomie au sens large, c'est-à-dire reconcevoir les cockpits ou concevoir des méthodes de travail pour justement optimiser la performance des pilotes ou des équipages. Bon, voilà rapidement mon parcours, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je viens vous présenter, ou je suis un petit peu l'ambassadeur de l'armée de l'air pour vous expliquer en gros comment est-ce qu'on développe la performance des pilotes au niveau de l'armée de l'air. Voilà. Donc c'est ma vision, c'est pas forcément celle partagée elle n'est pas validée par mes chefs, mais ils me font confiance parce que on est que 3 à faire ça dans l'armée de l'air, donc on n'est pas nombreux et je suis le seul pilote. Bon, je ne sais pas comment faire disparaître le bandeau en bas, mais si quelqu'un sait faire, non, c'est pas ça. Bon, peu importe.
C'est bon. Ok, donc je vais vous... donc au cours de cette rencontre, je vais essayer d'articuler ça en plusieurs phases. Un premier bloc où je vais présenter le métier. C'est extrêmement difficile pour moi de vous parler du métier parce que quand on est seul à bord d'un avion qui fait Mach 2, donc qui va 2 fois la vitesse du son, c'est difficile de vous prendre à bord et de vous montrer ce qu'on fait. Certains privilégiés l'ont vécu. Peut-être vous le saurez, puisqu'en général, ce sont des sportifs de haut niveau ou des personnalités que l'on arrive à amener dans les avions de chasse. Si ça peut vous aider à vous motiver, ben voilà, gardez ça dans un coin de votre tête. Mais bon, c'est extrêmement difficile pour moi de faire ça. Donc, j'ai choisi 2 vidéos. La première, donc, qui est une vidéo un peu de teaser sur le métier. Et puis une deuxième qui justement viendra expliquer pourquoi on va réfléchir à plusieurs sujets ensemble. C'est pas vraiment métier du monde. Eh bien écoute, si. Mais pas trop loin, là je vois, allez, on va dire 300 mètres à l'ouest. Exécuter une assistance en vol sur un appareil. Exécuter une interrogation radio pour connaître la nature des problèmes. Bon, vous voyez peut-être un peu plus clair. Alors, en fait, ça, on va dire que c'est sur une pièce, c'est la face sympa. Je vais vous parler de la face un peu moins sympa qui, en fait, n'est pas celle que l'on rencontre tous les jours, heureusement, mais celle auquel on doit avoir toujours en tête qu'on peut être confronté à cette face-là. C'est celle des événements. Donc, c'est par rapport à ces événements-là que les disciplines comme la mienne, aujourd'hui, l'ergonomie, le facteur humain, ont été développés au sein des armées pour justement essayer en tout cas de les écarter au mieux, mais dans le cas où on ne peut pas les écarter, d'en maîtriser un maximum les conséquences. Alors je vais les commenter en même temps parce que là c'est moins évident à suivre.
Ce qu'on appelle une fausse queue, c'est en ravitaillement en vol. Vous avez vu de belles images de ravitaillement en vol. On dirait que presque tout est automatique. En fait, c'est une phase qui est exclusivement manuelle. Et donc, il y a la difficulté, en fait, c'est donc, vous l'avez compris, c'est de mettre la perche dans le panier. Et donc, là, on est dans un environnement extrêmement calme au-dessus du désert. Et vous allez voir que c'est pas bon. Dernier vent du sang pour 4 nœuds. Donc l'hypoxie, un manque d'oxygène en particulier au niveau du cerveau. Juste pour vous donner une idée, vous voyez le petit cercle au milieu. Normalement, la trajectoire idéale pour le pilote qui doit se poser à Clermont-Ferrand, c'est de poser le petit cercle au niveau de l'entrée de la bande, au niveau de l'entrée de la piste. Vous allez voir toute la difficulté pour le pilote pour arriver à faire ça. Voilà. Là, il est dans les clous, mais vous allez voir qu'il n'arrive pas à stabiliser la situation. Ah, c'est bon là. On va remettre les gaz. Ouais. Là, il faut que je vous explique un petit peu. Là, on a un pilote avec. En fait, ils sont deux à bord. La situation, on est dans les nuages et le pilote a exercé donc une pression excessive sur le manche, ce qui fait qu'il a subi ce qu'on appelle un voile noir ou en tout cas un voile gris, c'est-à-dire un G-lock, c'est-à-dire un facteur de charge excessif qui fait que le cerveau est mal irrigué et donc il a perdu connaissance. En fait, lorsqu'il se réveille, il ne sait plus identifier où est le sol et où est le ciel, puisqu'il est dans les nuages. Donc en haut à droite, vous avez l'altitude. On est à 6600 pieds, ce qui fait à peu près 2000 mètres d'altitude. Et en haut à gauche, vous avez la vitesse. On est à 500 nœuds, c'est-à-dire pas loin de 1000 km/h. On n'est pas loin du mur du son, on va le franchir d'ailleurs, vous allez voir. Et je vous invite à regarder uniquement en haut à droite l'altitude et l'altitude de passage à l'issue de la séquence. Voilà, vous avez vu, il y a un zéro qui est apparu. Hein. Donc, il y aurait eu des arbres, ils auraient accroché les feuilles, je pense. Voilà, c'est celui de derrière les deux reprennent conscience quasiment en même temps. Et en fait, ils essaient de partager la situation, la conscience de la situation. Mais ça met du temps. Et ça va vite. Voilà, là, il s'éjecte parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'un morceau de perche est arraché, il est ingéré par le réacteur, et comme c'est un avion monoréacteur, eh bien voilà, il n'y a pas d'autre issue que de s'éjecter. Ça, c'est un Mirage F1. L'avantage avec le Rafale, c'est qu'il y a deux moteurs. Donc c'est l'avion qui s'éjecte ou c'est le pilote va s'éjecter. En fait, parce que l'avion ne peut plus voler. Mais c'est pour dire que sur une phase qui est relativement simple, parce qu'elle est coutumière, ça peut vite se transformer en une situation d'urgence. Là, c'est atterrissage sur piste inondée. Les consignes, c'est en sortie de piste, on doit s'éjecter. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un aquaplaning. Sortez de piste. Là, la décision, c'est de rester. Ça se discute. Et ça va vite.
Alors là, vous avez un pilote américain qui est pris dans des tirs de missiles solaires. C'est pour vous faire percevoir le stress qu'il peut y avoir dans un cockpit lorsqu'on sent qu'on est en train d'être... on cherche à être abattu. Là, c'est toujours notre pilote qui s'est posé à Clermont-Ferrand finalement. Et il est complètement cuit, il n'a plus de ressources. Ok, petit coup de tout, Richard Boulogne-Blanche. Voilà, il est même pas capable de ramener l'avion en parking, il est à peine sorti de piste, il coupe le moteur. Ça c'est un pilote des Thunderbirds, là c'est une patrouille acrobatique américaine. Donc un pilote qui s'entraîne tout simplement. Voilà, il y a une seconde. Une seconde pour décider de sortir de l'avion. On a un avion anglais, le Harrier, qui... vous voyez, la perception n'est pas la même. Hein. Lui, il a carrément touché. Il met du temps à s'apercevoir que la situation n'est pas d'avenir. Et là, il s'éjecte. Voilà, oui, la perception n'est pas la même. Ça c'est un virage français sur la base d'Orange. Pareil. Voilà. Donc c'est consécutivement à ce genre d'événement que, comme je vous le disais, on travaille à prendre de la valeur. Donc le but c'est d'éviter, en tout cas de protéger au maximum les pilotes, de les éviter à arriver à ces situations-là. Alors, je voulais juste faire un petit, sur 2 minutes, faire un rapprochement en gros entre ce que je vois être comme les similitudes entre le pilote de chasse et puis le sportif de haut niveau. Je pense que tout d'abord, ça tourne autour des valeurs pour moi. La solidarité, l'humilité. Je pense que l'humilité, vous l'avez vu, lorsqu'on doit ravitailler en vol, vous avez vu que ça peut rapidement mal tourner. Comme par exemple en sport dans une mêlée, où en fait chaque introduction est une leçon d'humilité parce qu'une mêlée n'est jamais gagnée. La combativité, le courage, le dépassement de soi. Le courage, je pense que c'est quelque chose qui doit être dans votre ADN et je pense que ça l'est aussi chez les pilotes. Le dépassement de soi également, puisque comme vous le voyez, on a aussi... notre risque en fait, il n'est pas simplement de se blesser ou de perdre une compétition, mais c'est carrément de perdre la vie. Donc c'est quelque chose qui est assez fort chez nous et qui est présent en fait dans les esprits au quotidien. Et puis il y a également ce qui est encore présent chez nous, un peu plus difficile dans le sport professionnel, notamment dans le rugby, c'est le respect du maillot, l'appartenance, le fait de porter l'uniforme ou de porter le drapeau tricolore sur la combinaison de vol. C'est un peu plus difficile aujourd'hui, me semble-t-il, dans le sport professionnel, notamment le rugby. On pourra en discuter. Et puis il y a également le fait que pour moi, les pilotes que j'ai eu à gérer, pour moi c'était à la fois c'était des adultes, mais aussi c'était des enfants. C'est-à-dire que ce qu'on attendait aussi, c'est de prendre des risques maîtrisés, mais de prendre des risques et ne pas rester dans le cadre de ce qu'on attend, mais plutôt d'être capable d'aller en bordure du cadre. Et donc, il faut à la fois qu'ils soient fous, mais lucides. Et c'est ce qu'on essaie de développer comme compétence chez les pilotes à travers nos entraînements quotidiens. Le plaisir et la convivialité, c'est important, parce qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard. La notion de groupe, la notion d'appartenance à une équipe,
ça se passe parfois tout simplement autour d'une bière à 5 heures. Vous avez aujourd'hui dans les escadrons toujours une tradition il y a une cloche qui sonne à 5 heures et tous les gens posent leur stylo ou posent leur clavier ou finissent rapidement leur briefing pour aller boire une bière avec tous les membres de l'escadron. Parce que c'est l'endroit où en fait on partage l'expérience du jour, où on récupère les expériences d'autres escadrons. C'est là où en fait se font les échanges de manière assez informelle. Et ça, on essaie de le préserver. Ça dure le temps d'une bière, hein, parce qu'il y a une hygiène de vie aussi de notre côté. Bon voilà, c'était juste pour vous insister un petit peu sur ces valeurs que je pense on partage. Avant de rentrer un peu plus dans le dur, hein, sur ce que je pense être les piliers de l'aviation de chasse, c'est-à-dire en quoi le pilote de chasse se singularise d'un sportif de notre niveau, de notre métier avec des exigences assez aiguës. Moi, je pense que le pilote de chasse, en fait, il y a 4 pôles qui le caractérisent. Premièrement, c'est avoir une vision, c'est-à-dire avoir un objectif clair et précis dans sa mission. Faire preuve de leadership, c'est-à-dire avoir du charisme, être capable d'emporter l'adhésion d'une équipe pour aller au combat. Être efficace, c'est-à-dire travailler pour progresser afin d'être le meilleur. Pour nous, pour vous dire, un pilote de chasse, il est évalué tous les jours, à chaque vol, pendant 5 ans. À partir du moment où il commence sa formation en vol, jusqu'au moment où il arrive à la qualification ultime, ce n'est jamais acquis. Et tous les jours, il est évalué. Au bout de 3 mauvaises évaluations, il est réorienté. Donc c'est pour vous dire en quoi le besoin d'être performant et parfois d'être le meilleur anime le pilote de chasse. Et puis il y a également ce que j'appelle la capacité réflexive, c'est-à-dire cette capacité ou ce besoin d'analyser l'activité réalisée. Donc ça passe notamment de plus en plus par le fait qu'on ait dépénalisé l'erreur depuis quelques années, on y reviendra à la fin, qui pousse aujourd'hui les gens à se dévoiler, à avouer leurs faiblesses, à avouer leurs difficultés, chose qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années encore. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'activité du pilote de chasse. Alors, je vais disséquer donc cette grille donc, de caractéristiques du pilote de chasse en 3 phases. Quelles sont les dimensions nécessaires lorsqu'on prépare l'action, lorsqu'on se prépare à agir, à quelle référence on fait appel aussi lorsqu'on a besoin d'agir, et ensuite lorsqu'on a besoin d'analyser nos actions. Donc premièrement, lorsqu'on prépare l'action, premièrement il faut avoir une vision, c'est-à-dire avoir une image bien précise de l'objectif à atteindre. Alors ça peut être pour un pilote immobiliser une base, les moyens d'une base aérienne ennemie, mais également il faut aussi se fixer des étapes pour arriver à cet objectif-là. Ça peut être par exemple pour nous détruire d'abord des hangarettes sous lesquelles sont abrités les avions, avant de commencer à détruire les PC de commandement. Si on détruit le PC de commandement, les avions pourront décoller, donc on n'a pas rempli l'objectif à 100%. Donc voilà, pour nous, on va plutôt se fixer ça comme objectif, d'abord les hangarettes, puis ensuite les PC de commandement, ensuite la partie logistique. Pour un sportif, ça peut être, l'objectif, ça peut être forcément de gagner un championnat, mais des sous-objectifs, ça peut être éviter le maximum de blessés parmi mes internationaux pour que lorsque la période internationale est terminée, j'ai un effectif rempli au plus complet pour réussir à les phases finales du championnat, par exemple. Ensuite, il y a une sorte de balance qui est toujours faite en préparant la mission entre les exigences de la mission et puis les moyens dont je dispose. Donc là, vous verrez que j'en parle souvent, c'est-à-dire de ce compromis que l'on fait entre les exigences et puis les moyens dont je dispose. Et notamment, vous verrez qu'on en parle, on y revient souvent lorsqu'on parle de stress. Le choix des ressources, c'est-à-dire qu'il s'agit de composer avec les ressources techniques et humaines pour remplir la mission. Et puis la planification. Alors la planification, c'est les étapes. Comment est-ce que je vais atteindre mon objectif ? Quelles sont les étapes intermédiaires à accéder ? Et pour nous, pour ça, on a un triptyque que l'on garde en permanence en tête. C'est les 3 T, la règle des 3 T. Le task, quel est mon task ? Le threat, quelle est la menace aujourd'hui ?
quelles sont ses forces, à quoi je peux m'attendre de sa part, et ensuite quelle est la tactique avec des étapes pour arriver à ce que mon objectif soit rempli. Alors j'ai un exemple de planification, de briefing, un tableau de briefing que j'ai pris en photo, où vous pouvez constater que toutes les étapes du vol sont bien décortiquées. Alors ça passe de la situation tactique au bullet suivant qui est la menace, on analyse la menace, quelle est la tactique à laquelle on s'attend, ensuite quelle est mon idée tactique générale, et ensuite comment je vais la décomposer en manœuvre. Donc j'ai un objectif général, je sais par exemple que si je suis en infériorité numérique, mon salut va passer par une supériorité locale. Donc je vais concentrer toutes mes forces pour avoir d'abord la supériorité localement, puis ensuite on verra. Voilà. Et puis j'ai également, en haut à droite, vous voyez une rubrique what if, c'est-à-dire que j'essaie de prévoir au maximum comment je vais réagir en fonction de si la situation se dégrade à tel ou tel moment. Donc on a un briefing qui est toujours structuré comme ça, de la même manière. Ce briefing, il a lieu 1 heure avant le vol. Alors pourquoi on fait ça? Je vais vous en parler un peu plus tard, par rapport à nos capacités de mémoire. Mais c'est important de rappeler, enfin pour nous c'est quand même quelque chose qui est structurel dans notre activité. C'est-à-dire que ce genre de briefing-là, on ne le fait pas la veille, on l'élabore la veille s'il faut, mais par contre on le réalise 1 heure avant le vol, de telle sorte que tout le monde ait ça fraîchement en mémoire. Voilà, donc ici vous avez une photo par exemple de la première mission de la guerre du Golfe, où vous avez le pilote moustachu qui est le leader de la mission et qui s'entoure de tout un tas de ses équipiers, plus des experts, parce qu'il n'y avait que 4 pilotes en vol, hein. Vous voyez que tout le monde est là, et en fait là on n'est pas dans une situation de pédagogie, mais plutôt d'andragogie, où les gens vont amener une contribution à la réflexion globale et collective de l'action. Toujours dans la préparation de l'action, eh bien, en tant que leader, le responsable de la patrouille est censé créer un groupe. Alors créer un groupe, c'est quoi pour nous? Créer un groupe, c'est déjà réunir des compétences complémentaires, c'est fixer un objectif commun auquel tout le monde adhère, éviter la compétition au sein du groupe. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on peut avoir justement des compétitions en interne d'un escadron, mais lorsqu'on va constituer une patrouille qui va partir à la guerre, il faut surtout que les gens ne soient pas en compétition les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est extrêmement important. L'émulation, ça passe par la compétition, par la concurrence en interne. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'être sur le terrain, on va dire, ou en vol, on évite des patrouilles qui sont animées de concurrence pour lesquelles certains seraient concurrents. Voilà. C'est pour ça qu'on a une sorte de... La constitution d'une patrouille, elle va d'un pilote très expérimenté qui est le leader, avec un autre pilote un peu moins expérimenté qui est son numéro 3, et ensuite il y a des équipiers qui sont des jeunes pilotes. Et comme ça on a une homogénéité dans le collectif pour avoir une équipe qui ne nourrit pas une compétition qui pourrait être plutôt néfaste que productive. Ensuite, collaborer, ça veut dire que il faut être capable donc de partager la vision de la mission et être sûr que tout le monde y adhère, parce que effectivement, si on fait ça, on peut accepter de ne pas avoir une adhésion totale du groupe s'il s'agit d'une mission d'exercice. Lorsqu'il s'agit d'une mission réelle, on n'est pas sûr de revenir. Il faut être convaincu que tout le monde doit être assuré, que tout le monde est convaincu que l'option que l'on a choisie est la meilleure. En tout cas, la meilleure pour ce jour-là. Voilà. Motiver, on en reparlera. Et se connaître, c'est tout l'objet de ma présentation. Se connaître au sens de je connais mes capacités, je connais mes faiblesses. Donc déjà là, on a besoin de ces connaissances-là. Ensuite, pendant l'action, eh bien, il y a tout d'abord un leader ou un pilote, il cherche à optimiser ses modes opératoires. C'est-à-dire, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être efficace, donc faire le moins d'erreurs possible, que ça coûte le moins, donc le plus rapidement possible et avec le moins de ressources possible. Donc cette notion d'efficience. Et puis également guider, c'est-à-dire guider ses partenaires. C'est-à-dire pour un leader, il faut en permanence réactualiser la situation, redéfinir les objectifs, surveiller ce que font les gens, demander des reports pour redéfinir éventuellement une nouvelle stratégie. Et ça, en temps réel, pendant le vol. Donc ça nécessite de collaborer, d'être capable de remotiver les gens, et puis toujours pareil, être capable de reconsidérer les moyens avec les exigences que la mission m'impose. On peut partir avec un profil de mission ou des exigences que l'on avait sur le papier au départ,
Et puis il s'avère qu'en vol, c'est beaucoup plus compliqué, la météo est dégradée, j'ai perdu un équipier, ou en face la menace est plus velue que ce à quoi je m'attendais, et donc ça va me nécessiter, j'ai des problèmes techniques, donc il va falloir retravailler le compromis exigence-moyen. Donc ça on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, pour analyser les actions, donc dans le troisième temps de l'activité du pilote de chasse, c'est donc faire preuve de réflexivité. Alors, premièrement, il faut évaluer. Alors, évaluer par rapport à quoi? Par rapport à l'objectif qui était fixé et avec des mesures objectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des moyens, on a une technologie qui est au niveau, qui nous permet de revoir exactement tout ce qui s'est passé dans le vol pour chacun des participants. Donc, utiliser ces outils objectifs vont permettre d'améliorer l'évaluation par rapport à l'objectif qui était demandé. Le retour d'expérience, ça je vous en parlais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis qu'on a dépénalisé l'erreur au niveau des armées, eh bien on a des gens qui s'expriment plus librement, on a des gens qui font état de leurs difficultés, et ça c'est assez précieux, et je vous expliquerai comment on l'exploite tout à l'heure. Les régulations, alors là je parle de régulation. Tout à l'heure, dans l'action, je faisais référence à des régulations chaudes, c'est-à-dire comment je fais en situation, avec les moyens dont je dispose, pour réaliser la mission. Donc je fais des ajustements. Là ce à quoi je fais référence, la régulation froide, c'est plutôt, je prends le temps à froid d'analyser mes pratiques par rapport à mes valeurs, par rapport au métier, au sens que je lui donne. Donc on a des moments comme ça dans l'année où on prend une journée sans voler et où on va traiter des questions comme par exemple la surcharge d'opérations extérieures, la fatigue, ça c'était les derniers thèmes, le stress, la fatigue. Voilà. Donc on a des moments comme ça où on fait le point sur on en est où avec notre métier et on en est où par rapport à la représentation que l'on en a ou en tout cas qu'on en a collectivement. Voilà. Toujours bien en tant que le leader, lors des phases de réflexivité, c'est soutenir celui qui est en instruction, soutenir celui qui est en difficulté. Donc on en reparlera un peu plus tard sur la partie motivation. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique pour les pilotes et pour les pilotes qui éventuellement sont en situation de reconversion ou ne peuvent plus voler? Oui, alors justement là, on a pour des pilotes qui ont subi des traumatismes comme l'éjection, on propose aux pilotes donc on a une équipe de psychologues dans l'armée de l'air qui propose d'accompagner les pilotes qui ont été victimes d'une éjection, qui ont vécu une éjection. Ce qui se passe, c'est que en général, il y a des gens qui acceptent, des pilotes qui n'acceptent pas. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait donc le stress post-traumatique, il intervient parfois aussi quelques années après. Et là, souvent, le pilote se retrouve un peu isolé. C'est-à-dire que tout de suite, il a tout le monde autour. Si jamais il n'accepte pas d'être accompagné, on le laisse. Et souvent, ces pilotes-là sont... Enfin, souvent, j'ai 2 cas en tête. Ces pilotes-là sont seuls, un petit peu dans la nature, avec leurs problèmes. Voilà. Mais, donc, on a les outils, mais il faut aussi que la personne veuille bien les utiliser, quoi. Okay, merci. J'aimerais savoir combien de pilotes de chasse il y a en France et on vole entre quel âge et quel âge? Alors, il y a environ 400 pilotes en activité et entre 800 et 900 pilotes au total. Puisque, en fait, un pilote, pour répondre à la deuxième question, un pilote commence à voler vers l'âge des 22 ans, entre 22 et 25 ans, en fait, et il finit une carrière opérationnelle entre 30 et 35 ans. Voilà. Donc il est capable de continuer, il peut continuer parce que la seule contrainte c'est la capacité, l'aptitude médicale, mais c'est plutôt le fait qu'un pilote est d'abord formé comme pilote, mais ensuite il doit avoir des responsabilités de direction ou de commandement en état-major, et donc c'est une boucle, voilà, c'est un processus continu avec une relève qui fait que même les meilleurs pilotes, ceux qui voudraient rester, sont obligés de laisser la place. Voilà, donc 35 ans, voilà, pour les plus chanceux 40, mais voilà, pas au-delà. Vous avez montré que dans certaines opérations, entre autres dans les guerres, il y a forcément plusieurs pays engagés, ouais. Donc plusieurs cultures, différentes cultures. Comment on arrive à coordonner tout ça,
à manager tout ça. Vous avez montré un process, là. Il y a des différents process que vous avez expérimentés pour en arriver à ça. Mais vous avez dit au début de votre intervention qu'il y avait justement des valeurs, des cultures différentes, etc. Oui. Donc comment on fait pour manager avec des prises de décision qui doivent être très très courtes, dans des délais très très courts? Comment on fait pour manager ça? Alors, l'aspect multiculturel, en fait, on intervient en fait souvent sous mandat de l'OTAN. Donc, on travaille avec des pays alliés avec lesquels on partage les mêmes procédures. C'est-à-dire qu'on a des procédures à un niveau assez macroscopique où en fait tous les membres d'une alliance auront les mêmes standards. C'est ce qu'on appelle les Standard Operating Procedures. En fait, on s'entraîne on les travaille, en fait, on les partage et on les travaille au cours d'exercices réguliers que l'on fait tous les ans, soit aux États-Unis, soit ici en Europe, où en fait on réunit les nations. Alors, c'est pas toujours les mêmes pilotes qui les font, hein. Donc, comme je le disais, au fur et à mesure que les pilotes vieillissent en escadron, bien, c'est leur tour. Et à tour de rôle, les pilotes ont cette expérience-là du travail en interallié. Donc, comme je le disais, c'est qu'on travaille des procédures assez macroscopiques ou très basiques, c'est-à-dire quelles sont les vitesses, un exemple, quelles sont les vitesses que l'on doit adopter lorsqu'on doit se rassembler. Par exemple, je sais que demain je vais travailler avec une patrouille américaine, je sais que je vais avoir un point de rendez-vous et le pattern sera standardisé, il va faire 10 nautiques et je vais tourner à la même vitesse. Donc on va dire, une communauté de pratiques interalliées sur ces points-là. Après, sur la partie tactique, lorsqu'il s'agit donc de manœuvrer pour obtenir l'effet escompté de la tactique, là, on n'a pas forcément on n'a pas la possibilité d'échanger beaucoup. C'est l'objectif de ces exercices-là. Mais en général, on reste en national, c'est-à-dire qu'on a nos spécificités. Et donc là, on n'échange pas à ce niveau-là. Mais ça, on va dire que c'est de la chirurgie fine, c'est-à-dire comment ça se passe une grosse opération, on va dire, mettons les Français, vous êtes responsables de la défense, d'assurer la supériorité aérienne. Donc nous, Français, on va élaborer avec nos moyens, on va éventuellement intégrer d'autres nations, mais c'est nous qui allons avoir le leadership et on va définir la tactique. Donc là, c'est les étrangers qui vont se plier à nos façons de faire. Mais après, le reste de la mission, par exemple, supprimer les sites solaires, neutraliser les capacités de brouillage de l'ennemi, ça sera confié à d'autres nations qui auront aussi leur propre savoir-faire, leur propre façon de faire. Et donc, on répartit, selon les nations, différentes rubriques de la mission. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais oui, au bout d'un moment, ça devient une sauce nationale, interne. Parfois même, on n'a pas les mêmes tactiques d'un escadron à un autre en France. Donc il y a des spécificités locales, on va dire, qui sont conservées, qu'on ne peut pas uniformiser et qu'on cherche pas à faire non plus. Donc dans votre présentation, vous avez parlé de la vision de l'aviation de chasse, mais ça veut dire que vous avez une vision au niveau de l'escadron et ensuite chaque pilote a sa vision, parce que souvent quand on est dans des entreprises, on a la vision qu'on décline dans les départements. Donc est-ce que c'est la même chose et que vous vous réappropriez en tant que personne? Oui, alors on peut le voir à plusieurs échelles. Effectivement, on va dire pour l'aviation de chasse, on a une... Alors, on peut le décliner à un très haut niveau, mais ça, c'est pas vraiment mon domaine. Je ne suis pas en état-major, donc je ne pourrais pas être suffisamment illustratif là-dessus. Mais en gros, ce que je voulais dire lorsque j'ai écrit ça, c'est que il faut en permanence garder quel est l'objectif visé. Voilà. Et donc qu'il soit bien clair et bien retransmis à ses troupes. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard sur la manière de gérer le stress, mais c'est un levier, c'est justement se référer toujours à quel est l'objectif, vers quoi on va. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre voilà. Moi, j'avais juste une question, c'était sur justement la prise de décision. Oui. Comment vous faites, on va dire, si vous n'êtes pas forcément en accord avec la personne qui vous donne les ordres, oui, pour dans des situations, on va dire, très tendues, quand il faut appuyer sur le bouton pour lancer un missile ou supprimer des vies, est-ce que c'est
difficile d'avoir des fois un aspect conscience personnelle et les ordres. Oui. Et comment ça se passe quand il y a un désaccord en fait? Alors heureusement ça n'arrive pas souvent, voire jamais. Mais oui, la question est très pertinente. Ces situations-là, on les retrouve par rapport... En fait, pour être plus précis, on a des règles d'engagement. C'est-à-dire qu'avant, déjà, lorsqu'on prépare le vol, lorsqu'on prépare l'opération, on a les politiques qui définissent on est assisté de personnes de loi qui définissent dans quel cadre on doit intervenir ou pas, ou quand est-ce qu'on ne peut pas intervenir. Donc déjà, au sol, à froid, on voit déjà à quoi on peut être amené. Pardon, je suis désolé, je suis fatigué. Ce à quoi on peut être amené à réaliser comme action. Ensuite, ça va se décliner lors du briefing de la patrouille, donc comme je vous le présentais, avec la vision du leader. Donc ça rejoint la question de voilà ce qu'on cherche à réaliser et voilà comment on va le faire pour le réaliser. Donc à partir du moment où on a créé cette tactique qui se fait à plusieurs, forcément ceux qui auront le plus d'expérience auront le plus de poids dans la construction, mais tout le monde normalement tout le monde doit adhérer. Si on détecte que quelqu'un n'adhère pas, on va pas le garder. Moi si je suis leader et que je considère ou je détecte que dans ma patrouille quelqu'un n'adhère pas à ma tactique, soit je vais en rediscuter avec lui, parce que soit il n'a pas compris, soit il n'adhère pas. Mais s'il n'adhère pas, je ne peux pas le garder. Si je le garde, je me fragilise, parce que s'il fait demi-tour au mauvais moment, du coup, c'est toute mon action globale qui est remise en cause. Ces cas de conscience que vous évoquez, on peut les rencontrer, ça m'est arrivé, dans les cas de légitime défense. C'est-à-dire que dans les règles d'engagement, la notion de légitime défense, elle reste relativement subjective. Voilà, elle n'est pas détaillée. Et donc là, on fait appel un peu à la subjectivité de chaque pilote. Vous avez des leaders qui vont demander... Alors, j'ai un exemple très concret en tête, où j'étais jeune, et j'étais équipier, donc, et c'était en Irak, et on devait donc tomber face à des Irakiens. Des pilotes irakiens avaient été formés en France à une époque. Et donc, j'avais un leader qui m'avait briefé en le vol en me disant « Tu vois, Daniel, aujourd'hui, on va peut-être se battre contre des copains à moi. » Donc déjà, la présentation de la mission, la vision était déjà un peu particulière. Et donc ce pilote-là m'avait demandé d'aller jusqu'au contact visuel d'un avion qu'on devait intercepter et de ne tirer sur cet avion-là que si on voyait le départ d'un missile. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas courir le risque de faire une erreur parce que derrière, dans l'avion, il pouvait y avoir un ami à lui, potentiellement. Et donc il ne voulait tirer en légitime défense que dans le cas le plus ultime. Chose qui ne me convenait pas, parce que voir un missile partir, ça dure 2 secondes. Alors, pour peu que les 2 secondes où le missile part, j'étais la tête dans la cabine, je ne l'aurais jamais vu, donc je n'aurais pas pu exécuter ses ordres, enfin, être en adéquation avec ce qu'il demandait. Donc là, je n'étais pas tout à fait d'accord, j'étais même carrément pas d'accord, mais j'ai accepté, je suis parti en vol, je pense qu'il n'a pas détecté que je n'étais pas d'accord, et donc on est parti parce que je pense que moi-même, je savais qu'on ne rencontrerait pas ce cas de figure. Mais dans la présentation de la mission, sur ce cas-là, je n'étais pas d'accord. Mais c'est extrêmement rare. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma carrière. Et je pense que le fait qu'on ait des règles d'engagement, qui soient bien cadrées, nous aide en fait. Je pense que c'est un garde-fou pour éviter justement tout ce genre d'état d'âme ou ces dérives qu'on peut constater au sein d'une patrouille. Mais par exemple, si un ordre venant de l'état-major avait dit à votre supérieur à l'époque oui. qu'il devait abattre ces avions, oui. et s'il savait que c'était un ami à lui oui. qui était en face, est-ce qu'il entre guillemets, réservait le droit de refuser la mission ou alors d'y aller, de refuser d'appliquer les ordres? Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Ou de manière générale, je veux dire. Je sais pas, la question je la trouve intéressante, mais j'ai du mal à y répondre parce que... Non, je pensais que vous étiez plus confronté que ça à ce problème de conscience parfois. Non, vraiment pas. En fait, dans toute la formation, la formation est faite de telle sorte que on finit par détecter les gens qui ont cette perte de motivation ou qui ne partagent pas cette même motivation intrinsèque que celle qu'on attend d'un pilote en escadron. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est de vivre ensemble et de faire des missions au quotidien ensemble. C'est justement de
de partager des valeurs communes et puis une vision commune du métier et des missions. Donc c'est pas, en fait, on le découvre pas le jour J en fait. On l'aurait découvert, ce genre de dérive, on l'aurait découvert avec le temps. Et en général, les gens qui sont plus en adéquation d'eux-mêmes demandent à quitter. D'accord, merci. Moi j'avais juste une question, c'est plus sur la technique, vous parliez de vol, en fait savoir à peu près combien d'heures de vol il y a pour un pilote en activité, combien de temps il passe en vol par jour et par semaine, à quoi ça correspond en fait. Ouais, un pilote aujourd'hui il fait 180 heures de vol. Par semaine par an. Par an. Non, je facilite ça. Il dort de temps en temps un peu quand même. Il dort aussi dedans. Il dort aussi, oui. 180 heures, c'est en gros pour un vol c'est par exemple, vous faites un vol quand vous faites un vol, la veille déjà vous préparez votre vol. Ouais. Ensuite, vous allez une journée, vous allez arriver le matin, vous allez prendre des informations météo pour savoir si votre vol est réalisable ou pas. Ensuite, vous allez préparer votre mission sur le tableau, par exemple, et puis briefer l'équipage, enfin l'équipe, la patrouille. Donc ça prend 2 heures. Ensuite, vous allez voler, ça prend entre 1 heure et 2 heures. Ensuite, vous allez devoir débriefer, ça prend 2 heures. Et entre les deux, vous allez déjeuner. Donc vous avez plus après à côté, en dehors du vol, des tâches annexes, un simulateur. Donc vous allez un vol, ça meuble une journée, si on veut bien le faire. Et on le fait bien. Donc après, il y a une activité simulateur qui prend de plus en plus d'importance parce que aujourd'hui, on a des simulateurs qui permettent d'être complètement immergés, qui sont très, très fidèles au niveau réalisme et qui permettent aussi de faire des choses qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans les missions au quotidien. Donc aujourd'hui, on a une réflexion qui est menée sur la part qu'on donne à la simulation et la part qu'on conserve au vol. Oui, du coup, par rapport aux différences dans l'entraînement, par exemple des pilotes américains, des pilotes français, est-ce qu'il y a quand même une base commune dans la formation des pilotes, peu importe les pays, peu importe l'armée? C'est-à-dire, si on parlait un peu tout à l'heure, si les pilotes de plusieurs pays, des pays différents, doivent faire une action ensemble, est-ce qu'il y a des éléments justement communs de l'entraînement, de la formation qui font qu'ils peuvent faire cela? Je pense, l'exemple qui me vient, c'est les astronautes par exemple. Quoi qu'il arrive, ils ont tous la même procédure, tous doivent apprendre le russe, tous doivent... oui. Voilà. Oui, alors sur cet exemple-là, on va dire qu'ils travaillent tous en équipage, on va dire. Nous, on travaille en combiné, en coopération ou en collaboration, mais c'est vrai que ce qui a marqué la grande rupture dans l'entraînement des pilotes de chasse français, c'est la première guerre du Golfe. C'est la première fois qu'on a été intégré dans un dispositif mené par les Américains, et donc là on a découvert le monde, quoi. Et donc avec les années, eh bien, on a évolué notre façon de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même assez influencé par ce que propose, par la formation des Américains. Donc le contenu des exercices reste le même. Ce que je veux dire, ce qu'ils font a du sens. Donc on réinvente pas l'eau chaude. Donc on va plutôt reprendre. On a les mêmes bases. Par contre, on va les décliner de manière un peu différente parce que on veut pas que les gens aient les mêmes comportements. Par contre, ils ont tous le même socle. On a tous le même socle. Sur ce que je vous ai montré là, les skills là sur les fans ou les braquettes, ça c'est importé des États-Unis et tous les Français savent le faire. Mais la manière d'arriver jusque là, ça sera un peu à la française. Ok, merci. Bon, donc là je vous propose de nous intéresser à la partie se connaître, puisque c'est le cœur du facteur humain et donc de la prise de décision. Donc j'ai décidé de commencer parce que parler de la prise de décision, c'est extrêmement prétentieux. J'ai pas cette prétention-là de vous expliquer tout sur la prise de décision. Il y a des chercheurs qui passent des vies là-dessus et encore, on en trouve tous les jours. Donc moi je vais vous parler de la prise de décision à travers un modèle, le modèle de Hensley, qui est le modèle de la conscience de la situation. Alors, qu'est-ce que dit Hensley, qui est une chercheure américaine? Bon, elle explique que la conscience de la situation, c'est-à-dire la conscience de la situation se construit en 3 étapes. D'abord, je perçois les éléments
du monde qui m'entoure. Ensuite, je leur donne un sens, donc c'est la partie 2, c'est la compréhension de la situation. Et puis ensuite, je vais faire des hypothèses sur l'avenir, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je perçois et de ce que je comprends, ben voilà ce qui peut se présenter à moi. Voilà ce qui peut se passer comme un événement dans le futur. Et de cette évaluation, de cette conscience que j'ai de la situation, je vais décider d'agir. Voilà. Alors bien souvent, c'est pas si linéaire que ça. D'ailleurs, parfois l'action permet de mieux percevoir le monde. Lorsque justement je fais face à un adversaire, si je veux savoir s'il est vraiment engagé sur moi ou pas, ma première manœuvre, ça sera de l'éviter. Donc s'il est face à moi et le fait de l'éviter, ben, je vais vite voir s'il vient sur moi ou pas. Donc s'il continue tout droit, ben, déjà le fait d'agir me permet de percevoir le monde différemment. Donc c'est pour ça que c'est une boucle c'est un processus qui tourne en boucle et donc qui est continuellement réactualisé. Bon, ça c'est un modèle, donc ça simplifie le monde. Mais qu'est-ce que dit le modèle, si on le regarde un peu plus précisément, et c'est là où je veux vous amener, c'est qu'en fait, dans la décision, il y a tout un tas de facteurs qui sont plus propres à l'individu, comme les capacités en mémoire, les capacités de raisonnement, les skills, enfin les habiletés, l'influence du stress, de la motivation, etc. Donc c'est ça que je voudrais développer, plus qu'un processus très bateau, mais regardez justement quels sont les facteurs internes qui vont venir influencer la décision. Donc les mémoires, bon, en gros, rapidement, on va dire qu'on a 2 types de mémoire. Je fais un petit cours, mais rapidos. Le point fort de l'humain, c'est sa mémoire à long terme. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la mémoire, c'est une mémoire de stockage infinie, qui n'a pas de limite, donc rien ne se perd. Par contre, on a du mal à retrouver les informations qui sont stockées, mais c'est notre point fort. Notre point faible, c'est la mémoire de travail. Pourquoi ? Parce que la mémoire de travail, c'est un réservoir dans lequel on va intégrer la perception de l'environnement dans lequel j'évolue, les informations que j'ai en mémoire, et puis des capacités de raisonnement qui vont faire que je vais faire travailler tout ça dans un endroit qui est limité en capacité. Donc ça, c'est notre point faible. Et donc, il faut en tenir compte dans notre activité. C'est ça que je vais vous démontrer. Alors, la particularité de la mémoire de travail, c'est que lorsqu'elle arrive à saturation, le délestage est inconscient. Il est inconscient et donc pas maîtrisé. C'est-à-dire que si je suis dans un avion à devoir régler une panne que je ne connais pas, eh bien, je vais avoir des ressources que je vais engager dans la perception. Quels sont les éléments qui me font dire que l'avion a plutôt cette panne-là d'ordre hydraulique ou électrique. Ensuite, je vais devoir raisonner, c'est-à-dire chercher en mémoire qu'est-ce que j'ai vu en simulateur, est-ce que cette panne-là, quelqu'un d'autre l'a eu, donc je vais faire appel à ma mémoire. Ensuite, je vais essayer de faire un raisonnement par analogie, donc je vais raisonner, et puis il va falloir aussi que je pilote l'avion. Et faire tout ça en même temps, ça peut conduire à un accident parce que je vais avoir des ressources trop nombreuses, sollicitées de manière trop importante, pour ma capacité de traitement qui est limitée. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous ai dit, j'ai un petit exercice. Donc, on va pas le noter, il ne sera pas noté, mais c'est juste pour vous illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, on va mettre en évidence, justement, la force et la faiblesse de nos 2 types de mémoire. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais présenter 10 mots. Donc, vous ne les notez pas, si tant est que vous aviez l'intention de les noter. Vous vous contentez simplement de les mémoriser. Et puis à l'issue, on fait le point. Ok ? Donc, est-ce que vous êtes prêts à mémoriser les 10 mots qui vont s'afficher à vous ? Tout le monde est prêt ? Donc c'est parti. Voilà, vous n'écrivez pas. Moi, je vais simplement poser la question, combien en avez-vous retenu ? Est-ce que quelqu'un peut me dire, ça, sans complexe ? 6 ? Okay, j'ai entendu 4 ? Bon, c'est parce que c'est un peu tard, mais en général ? Bon, donc si vous êtes entre 7 plus ou moins 2, vous êtes bien. Voilà, vous êtes dans la norme humaine. Bon, ça c'est première chose. Maintenant, ce que je voulais vous montrer,
donc vous voyez qu'on on est difficilement capable de retenir plus de 9 items. Ensuite, je vais vous afficher la liste. Je vais vous afficher la liste parce que vous allez voir qu'il y a, en fait, il y a deux phénomènes qui sont produits. Il y a un premier, alors je vais l'afficher. Est-ce que là, vous retrouvez certains de vos mots, et notamment les premiers et les derniers? Voilà. Alors pourquoi les premiers et les derniers? Les premiers, c'est parce que par un phénomène de boucle phonologique, votre cerveau répète les premiers mots en permanence, même de manière inconsciente, et ces mots vont déjà commencer à transiter en mémoire à long terme. Et ensuite, vous avez les derniers qui restent encore présents à l'esprit, parce que ceux-là, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence, c'est les derniers qui sont encore dans votre mémoire de travail. D'accord? Donc, ce qui est intéressant de retenir à notre niveau, c'est qu'il y a un travail, il y a des informations en mémoire à long terme, des informations en mémoire à court terme ou en mémoire de travail, et entre les deux, eh bien, on a des pertes. Alors, comment font les spécialistes? Notamment un garçon de café, vous pouvez lui commander plus de 10 verres, il va les retenir. Moi, ça m'a toujours stupéfait. Un pilote, lorsqu'un contrôleur lui donne une information sur un trafic, il va retenir 12 informations. En tout cas, pas 12 informations, mais 12 informations si on les prend détaillées. Mais ce que font les gens, les experts, ils font des chunks, ce qu'on appelle les chunks, c'est-à-dire qu'ils vont grouper les informations, parce que les informations groupées ont un sens. Par exemple, un relèvement pour un pilote, 360, pour lui, c'est une seule information, c'est Cap Nord. Donc de trois chiffres, il n'en fait qu'une seule information, et pour lui, c'est le relèvement nord. Et donc, un garçon de café, c'est pareil. Alors, il y a des travaux sur la mémoire qui ont été faits, notamment par Bisseret, sur ce qu'il appelle la mémoire opérationnelle. La mémoire opérationnelle, c'est quoi? C'est cette capacité qu'ont certains experts métiers à venir, on va dire, grogner, alors passez-moi l'expression parce que je pense qu'il n'accepterait pas, c'est venir rogner sur la mémoire à long terme et venir donc utiliser la mémoire à long terme comme une mémoire de travail. Voilà, donc dans un domaine bien particulier, notamment dans le domaine de métier, donc c'est pour ça qu'on l'appelle mémoire opérationnelle, c'est qu'on va venir éclairer une mémoire qui va être artificiellement créée comme une mémoire de travail, mais qu'on va utiliser en mémoire et qu'on va exploiter en fait la mémoire à long terme. Alors pourquoi c'est important de parler de ça? C'est pas pour faire le savant que je vous parle de ça, c'est pour vous expliquer pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les briefings on les faisait 1 heure avant. On les fait 1 heure avant parce que justement on a conscience de ces faiblesses, de nos capacités mnésiques, et qu'en fait on va venir justement travailler cette mémoire opérationnelle. C'est-à-dire que 1 heure avant, j'ai justement préactivé toutes ces connaissances que j'avais, mettons, élaborées quelques mois avant ou la veille, puisque j'ai construit la mission la veille. Et 1 heure avant, je vais les préchauffer en fait dans ma mémoire, de telle sorte qu'elles soient accessibles plus rapidement en vol. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on cherche à faire lorsqu'on brief au dernier moment. Et donc vous ne rencontrerez aucun pilote qui va à l'avion sans avoir briefé, ne serait-ce que 5 minutes, mais en tout cas, il est obligé de briefer avant d'aller à l'avion, ne serait-ce que pour se préchauffer sa mémoire de travail. Donc la question classique, c'est alors est-ce qu'on a une idée? Si vous avez la question, ben, ne la posez pas parce que je vous amène la réponse tout de suite. C'est combien de temps il faut pour arriver à accéder à telle ou telle mémoire? Donc des recherches en psycho montrent que lorsqu'il s'agit d'exploiter ce qu'on appelle des habiletés ou des skills ou des schémas d'action, c'est quasiment instantané. C'est même inconscient, donc on va dire que c'est de l'ordre de la seconde. Lorsqu'on va chercher justement ces informations en mémoire opérationnelle, celles qui ont été réchauffées lors du briefing, il faut compter une quinzaine de secondes. Par contre, si vous ne faites pas ce travail-là de préchauffage ou de préactivation de la mémoire de travail, eh bien vous allez peut-être avoir, ça va nécessiter beaucoup plus de temps. Vous avez vu certains événements, là, comme que je vous ai montré, en 2 secondes, ça peut basculer du calme au feu. Donc on ne peut pas accepter de ne pas avoir réfléchi à, notamment je pense à ce pilote qui fait une acrobatie. Lui, il est évident qu'à chaque vol qu'il réalise, il en fait un comme ça tous les jours, eh bien, il a des points clés où il sait qu'à tel moment, s'il n'a pas telle vitesse, à telle altitude, à telle vitesse, s'il n'est pas dans les clous, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'éjecter. Donc ça, il le sait, mais en fait, il l'a répété avant le vol. Donc vous voyez, donc c'est parce que justement pour lutter contre ces faiblesses humaines.
Voilà. Bon, ça c'est le premier. Je voulais vous présenter le premier modèle. J'ai un deuxième modèle qui structure, on va dire, toute la formation que l'on donne à nos pilotes en termes de facteurs humains. C'est le modèle SRK de Rasmussen. Vous le connaissez certainement, mais je vais juste le rappeler pour vous expliquer comment nous on l'exploite. Donc, je vais aller vite parce que je sais que j'ai affaire à un auditoire d'experts, mais je rappelle donc le modèle SRK, Skills, Rules, Knowledge. Donc au départ, lors de l'activité, eh bien, comme lorsqu'on apprend à conduire, hein, c'est l'exemple classique que l'on illustre lorsqu'on veut parler des automatismes, que l'on utilise lorsqu'on veut parler des automatismes. Lorsque j'apprends à conduire, d'abord j'engrange des connaissances théoriques. Donc j'ai en mémoire des connaissances théoriques, le fonctionnement d'un moteur, le rôle de l'embrayage, le rôle de l'accélérateur, etc. J'ai un code de la route que j'ai travaillé avant d'être dans une voiture. Et puis le premier jour de conduite, je me retrouve lancé dans ma voiture, et puis un feu qui était vert passe orange, et puis devient rouge. Donc je l'observe, j'identifie que c'est un feu, je cherche dans mes connaissances que ce feu rouge signifie qu'il faut que j'arrête mon véhicule, j'évalue la distance qui me reste, et puis je définis une tâche, c'est-à-dire que je vais freiner. Okay. Donc pour freiner, j'apprends à arrêter d'accélérer, à embrayer, et j'exécute l'action d'arrêter la voiture. Donc ça c'est mes tout premiers pas en conduite automobile. Et puis au fil des leçons, mon contrôle de l'action qui était basé sur les connaissances va venir se routiniser en quelque sorte, et je vais appliquer des règles. C'est-à-dire que lorsque je vais voir un feu rouge, je ne vais plus réfléchir, et spontanément je vais savoir qu'il faut que j'arrête mon véhicule. Jusqu'à arriver à un niveau d'automatisme, ou d'habileté, ou de skills, comme on veut, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je vois un feu rouge, j'arrête mon véhicule tout en continuant à discuter avec mon passager. Donc vous voyez, donc c'est comme ça qu'on illustre en fait l'apprentissage qui part des connaissances aux règles jusqu'aux habiletés. Et donc ce modèle-là, eh bien, on y croit à fond, hein. C'est pour ça qu'on construit toute notre formation des pilotes là-dessus. Et donc ce qu'on garde à l'esprit, quelles que soient nos activités, qu'elles soient d'apprentissage ou même d'expérimentation, comme je vous le disais, dans le milieu du Rafale, lorsque j'étais chef de projet, il fallait aussi qu'on travaille dans des domaines complètement innovants, parce que l'avion nous permettait de faire de nouvelles choses et des missions qu'on n'avait jamais réalisées auparavant. Donc c'était sur ce modèle-là qu'on s'appuie en se disant, voilà, on va d'abord, avant de pousser les gens dans leur retranchement, on va d'abord leur donner la routine, et lorsque les routines sont acquises, là on va les mettre dans des situations un peu plus délicates. Donc lorsqu'on apprend un nouvel avion par exemple, on va d'abord routiniser les habitudes, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'assurer que le pilote sait décoller correctement, sait se poser correctement, sait naviguer correctement, etc. Et ensuite on va commencer à lui demander de faire des missions un peu plus compliquées. Donc on voit que plus les skills sont élaborés, plus elles sont structurées et costauds, et plus la pyramide peut être élevée, peut être construite. Si on a des fondations qui sont étroites, nos connaissances elles seront beaucoup plus fragiles. D'accéder à nos connaissances. Pardon. Donc en fait, dans l'activité, on peut scinder en deux. On va dire qu'on a une activité qui tourne autour des skills et des rules, où là on travaille sur les skills et les schémas. Je vous donnerai des exemples de schémas que l'on travaille avec les pilotes de chasse. Et puis pourquoi on travaille ça? Parce pour que justement, lorsqu'on a affaire à des situations imprévues, on ait accès à nos connaissances. Donc un gros socle de routine, donc qui passe par de la mécanisation, par beaucoup d'heures de vol, sur des répétitions de basiques, pour que justement on soit capable et on ait suffisamment de ressources en nous pour faire face à de l'impromptu, à de l'imprévu ou à des choses nouvelles qu'on veut découvrir. Voilà. Donc ce modèle-là, il est connu, il est relativement simple, mais il structure toute l'activité du pilote de chasse. En termes de ressources, si on le schématise en termes de ressources, on peut dire que la pyramide est inversée. C'est-à-dire que travailler sur des routines, eh bien, c'est très peu coûteux en ressources, voire même si ça se fait de manière inconsciente. Par contre, accéder au niveau de connaissances pour faire face à des résolutions de problèmes, pour résoudre un problème, là c'est très coûteux. Voilà. Donc je vais juste éclairer mon propos sur des exemples. Alors, mon travail sur des schémas mentaux, c'est, si vous vous rappelez le briefing que je vous ai montré,
on voyait des schémas sur le tableau, des schémas qui sont même dessinés pour rappeler ce que les gens doivent faire. Alors un schéma, c'est une combinaison de règles et d'habiletés, mais en fait ça structure la pensée. C'est-à-dire un schéma, ça peut être par exemple lorsque je vais au cinéma. Pour moi, un exemple qui marche un peu dans tous les cas, c'est je vais au cinéma. Pour moi, quand je dis je vais au cinéma ce soir, pour moi ça veut dire que je vais me déplacer, arriver, ou si je ne l'ai pas fait avant, je vais regarder ce qu'on me propose. Ensuite, je vais aller au guichet, je vais acheter mon ticket. Ensuite, je vais choisir ma salle, je vais m'installer, etc. Donc ça, c'est un schéma. Quand on me dit je vais au cinéma, je n'ai pas besoin d'y réfléchir beaucoup plus, c'est ancré en moi et donc ça va très vite. Un pilote, au bout d'un moment, décoller, poser un avion, il n'y réfléchit plus. Quand on briefe une mission, notamment avec les étrangers, ce genre de choses, on ne briefe pas parce que c'est incorporé. On n'en parle plus. On ne parle que de ce qui est nouveau ou ce qui sort des standards. Bon, voilà. Donc voilà, les schémas, les skills. Alors pour vous donner une idée de l'importance des skills, là je vous présente un avion A400M qui est un avion moderne de l'armée de l'air, mais un avion de transport donc qui se pilote à deux. Et comme c'est un avion qui se pilote à deux, vous voyez que le tableau de bord est relativement spacieux et il permet d'avoir plusieurs écrans et donc d'avoir plusieurs informations disponibles. Dans le cas du Rafale, c'est un peu différent, vous voyez. L'exiguïté du cockpit fait qu'on n'a que 3 écrans sur lesquels on peut afficher tout un tas d'informations, voire même plus que dans un A400. Et donc c'est toute la difficulté pour le pilote aujourd'hui. C'est-à-dire que le pilote doit connaître non seulement comment accéder aux écrans, mais aussi ce qui se passe, ce qui se cache derrière les écrans. Puisqu'en fait, toute l'ergonomie de l'avion, ce sont des pages qui sont affichables les unes par-dessus les autres. Donc il faut que le pilote connaisse la surface de son cockpit, mais aussi sa structure. Donc voilà la difficulté qui fait qu'il faut s'entraîner régulièrement et s'entraîner régulièrement pour connaître son avion sur le bout des doigts. Alors sur le bout des doigts, c'est un mauvais jeu de mots, mais je vous ai présenté ici un manche et une manette. Donc vous voyez, donc pour un pilote, il faut qu'il connaisse toutes ces commandes, donc 37 commandes. Alors elles sont toutes distinguables, on peut les distinguer par leur forme. Donc l'ergonomie physique des boutons est très bien faite. Donc sans regarder, le pilote les comprend. Mais ce qui est difficile, par contre, c'est le fait qu'elles soient multiplexées. C'est-à-dire que l'action sur une va provoquer une action différente, ou un effet différent selon l'action d'une autre. Donc c'est le multiplexage. Alors ça, c'est le multiplexage, et je ne me suis pas amusé à faire le calcul. Je n'ai pas fait le calcul de proba, mais bon, c'est peut-être plus de 200 relations entre commandes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut un entraînement régulier pour ne pas être derrière l'avion, parce qu'on a vite fait de passer derrière. Un autre exemple de schéma, justement, pour vous expliquer. Un exemple. Là, il s'agit, pour les 2 mirages, d'identifier ce qui se cache derrière la cible rouge. Donc, il y a 2 stratégies que l'on travaille, il y a 2 tactiques que l'on travaille. Et le but de ces 2 schémas, que j'avais réalisés à l'époque où j'étais à Taïwan, justement, c'est pour ça que je leur avais montré, parce que les Chinois ne me croyaient pas qu'avec 5 phrases, ou avec 5 communications, on pouvait être efficace et abattre un ennemi en 30 secondes. Et donc le but, c'est quoi? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a un ennemi en face, on va d'abord s'écarter de l'ennemi, pour voir que si jamais il est aware, s'il est aware, il va faire face à nous, s'il est aware, il va continuer. Donc le but, c'est d'aller identifier, le contrôleur nous demande d'aller identifier qu'est-ce qui se cache derrière cet avion dont on n'a pas connaissance vraiment de l'identité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrive, dans le premier cas où l'avion rouge est unaware de notre présence, on arrive par le travers et en gros, moi leader, je lui donne 4 informations qui lui permettent de tout comprendre. Il sait exactement, donc mon équipier, lui, il peut me suivre, ne regarder que mon avion et en 1 seconde, il est capable de tirer l'ennemi parce qu'il a tout suivi uniquement par mes communications. Là, c'est un peu plus compliqué, dans le cas où il est aware, parce qu'il va falloir que l'équipier manœuvre son avion, qu'il crée en fait un espacement entre nous deux, et que là, on fasse un état des lieux entre qui est menacé par l'ennemi. Cet exemple-là, c'est l'exemple auquel je faisais référence tout à l'heure sur la question de la self-defense. Vous voyez bien, quand le gars, au dernier moment, il vous met le nez dessus, ben là, on a 1 seconde pour décider. Et donc là, c'est ce cas-là pour lequel mon leader me disait: tu ne tireras que si tu vois que le missile part. Voilà. Et pourtant, c'est une situation extrêmement dangereuse. Si on ne fait rien, il peut nous abattre à ces distances-là. Voilà. Donc ça, c'est des situations qu'on travaille presque au quotidien, allez, au moins hebdomadairement, parce qu'on a d'autres choses à faire, mais on a d'autres types de situations à travailler, mais celles-là, on les travaille
on les travaille au moins une fois par semaine pour être tous standardisés sur les actions et les communications qu'il faut donner pour qu'on soit efficace à deux. Voilà. Donc la prise de décision idéale, avec le modèle que je vous ai donné, pour moi c'est de la zoub. Pourquoi ? Parce que vous le comprenez bien, il y a la contrainte temporelle qui intervient. Sur un papier ça marche bien, mais dans la réalité, voilà, il faut décider en urgence. Et donc ce que je vais vous montrer là, c'est quel type de décision on prend en fonction du temps qui nous est imparti. Alors, grosso modo, ce qu'on peut dire, on peut dire en fonction du temps, donc en fonction du temps qui est disponible, on a une solution ou on a des décisions qui sont plus ou moins raffinées. Quand on a du temps, on va raisonner de manière logique, par algorithme. Si je fais ça, il va se passer ça. Et what if ? Vous voyez, donc c'est en gros ce qu'on construit lorsqu'on fait le tableau que je vous ai montré avec les what if. Donc là, on est à froid, on a le temps de réfléchir à tout. Puis ensuite, on va passer dans l'action. Et là, on va avoir des décisions qui ne sont pas de ce même type, de ce type-là. En vol, on va plutôt avoir des décisions par analogie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entraînements au cours desquels on travaille sur des situations différentes, de telle sorte que le jour J, ou dans l'action, on est capable de raisonner par analogie. Tiens, ça, c'est ce que j'ai appris à faire, et quand je vois ça, c'est cette action-là que je dois mener avec ma patrouille. Donc là, on fait énormément de raisonnement par analogie dans un avion de chasse. À cause de la contrainte temporelle. On n'a pas le temps de faire du travail du raisonnement algorithmique. Ensuite, il y a des situations où il faut décider sans trop raisonner ou par analogie, parce qu'il faut avancer par défaut. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure le Rafale qui était en piqué et qui passe à 3 mètres de l'eau. Bon, lui, la première option qui était possible, c'était de tirer sur le manche. Il a choisi. Donc il n'a pas raisonné plus que ça. Il y avait deux options. Soit je tire pour m'éjecter, ce que fait le pilote américain, là, vous vous rappelez, celui des Thunderbirds, là, ou le pilote d'un Rafale qui passe à 3 mètres de l'eau. Lui, il a considéré que tirer sur le manche, c'était une option, et il a pris celle-là. Et il n'a pas pris l'autre. Mais parce qu'il fallait bien qu'il en prenne une. Donc il a même pas... Vous voyez, le raffinement était pas très profond. Après, il y a la décision en réflexe. Donc ça, c'est celle c'est les skills. C'est en gros... j'ai du mal à ravitailler. Quand je déconnecte, eh bien, j'ai été formé à réduire le moteur pour reculer, mais aussi à pousser sur le manche, pour éviter justement que le bout de la perche soit ingéré par le moteur. Donc ça, c'est des skills qu'on répète à chaque fois, lorsqu'on déconnecte. Bon, là, il se trouve que sur la vidéo qu'on a vue, l'avion était sur le dos, donc c'était pas une situation habituelle, donc bon. On peut pas juger là-dessus. Voilà. Et après, il y a des décisions spontanées. Alors, c'est sans raisonnement. Alors, pour le sport, par exemple, parfois, quand je présente ça à des entraîneurs de rugby, je dis, par exemple, la cravate, le plaquage haut, tous les joueurs savent que dans la foulée, ils vont être sanctionnés. Et pourtant, on en voit. Bon, ça, c'est une décision réflexe. C'est même pas travailler à l'entraînement. C'est un réflexe. Voilà. Donc, voilà. Grosso modo, alors, il y a d'autres types de décisions qu'on appelle des heuristiques, mais je ne vais pas développer ça parce que le temps est compté. Mais j'en parlerai ici, en disant, voilà, vous avez tous entendu parler de biais de décision. Alors, un biais de décision, en fait, dans la vraie vie, on ne se dit pas, tiens, je prends cette décision-là et je suis en train de faire le biais de décision de conformité au groupe. Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt dans la réflexivité, lorsqu'on a fait une erreur, qu'on analyse cette erreur en disant, tiens, là, j'ai pris cette décision-là parce que j'ai été influencé par ce biais-là. Voilà. Et quand ça marche, on dit, ouais, je suis un expert parce que j'ai raisonné par heuristique. Voilà. Donc souvent, c'est un peu le yin et le yang de la décision. Quand ça marche bien, on dit, on a des super experts qui travaillent par heuristique et ils ne savent pas tout expliquer. Et par contre, quand ça ne va pas bien, on se retranche derrière les biais. Donc j'ai quelques biais, mais il y en a des dizaines qu'on peut détailler, mais les plus fréquents, c'est les biais d'évaluation de la fréquence d'événements, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà. La sélection des données, je prends ces données-là parce que ça m'arrange, j'ai pas envie de voir le reste. Les biais d'habitude, alors ça, on le voit souvent chez les experts. Donc d'habitude je fais comme ça, donc il n'y a pas de raison pour qu'aujourd'hui je fasse différemment. Les biais de confirmation, ça on le voit beaucoup en vol,
dans les navigations. Souvent chez les jeunes, lorsqu'ils apprennent à naviguer, ce qu'on nous apprend à faire, c'est d'abord de regarder la carte, puis de regarder dehors. Et en fait, ce que font les jeunes, je suis passé par là, on regarde dehors, et ensuite on voit, mettons, une grande ville et un fleuve, et on va regarder sur la carte si la carte confirme ce que je vois. Et comme ça m'arrange parce que je suis pas loin du montrer. En fait, je suis à 10 km, mais voilà. Donc là, je suis victime d'un biais de confirmation. Et après, celui qui est le plus fréquent dans les groupes, donc pour ceux qui font du sport d'équipe, méfiez-vous de ça. Hein. Nous, dans les escadrons, c'est un peu la même chose, c'est le biais de conformité au groupe. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile de faire preuve de personnalité, de se démarquer quand on est engagé dans un groupe. Lorsque vous entraînez, que ce soit en vol ou en simulation, quand vous êtes sur une situation, est-ce que vous apprenez à répondre d'une seule façon ou vous laissez la notion de choix pendant l'entraînement ? Oui, alors je voulais en parler un peu plus tard, mais on va parler tout de suite sur la motivation en fait. Ou le leadership. En fait, le leader doit faire confiance à ses équipiers et leur donner des marges de manœuvre, donc des latitudes décisionnelles, justement pour qu'ils s'émancipent et qu'ils gagnent en confiance. Donc il y a des points de passage obligés, c'est-à-dire que moi je vais briefer une tactique en disant voilà, moi je veux qu'à telle moment de la mission on se retrouve dans telle configuration. Ensuite mon équipier il s'arrange pour être à l'endroit que je lui ai donné au moment où je lui ai donné. Et donc tout ce qu'il va faire entre en fonction de son niveau, hein, je le laisse. Sinon, je vais le guider, je vais mieux le contrôler s'il est jeune. À partir du moment où il a la maturité ou l'expérience pour le faire, je le laisse de plus en plus de marge pour qu'il ne soit pas un boulet pour moi, mais plutôt une aide. Donc, on guide beaucoup au début, mais toujours avec ce souci de laisser de la marge pour que le pilote gagne en confiance et s'émancipe. Ça répond ? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, non, mais alors, qu'est-ce que vous attendiez à quoi alors ? Parce que, donc, en conclusion, c'est que dans chaque situation, vous avez une manière conforme d'y répondre. Oui, il y a une manière conforme, c'est-à-dire que si je demande une manœuvre à mon équipier, c'est que je sais qu'elle est réalisable et je vais lui dire comment la réaliser. Donc pour moi, à minima, il doit la faire. S'il prend la décision de le faire différemment, c'est que le contexte l'a peut-être amené à faire différemment ou qu'il avait envie de faire un peu à sa façon. Mais là, après, du coup, c'est tout l'objet du débriefing. C'est-à-dire qu'au débriefing, il va falloir que je comprenne pourquoi il a fait un écart par rapport à ce que je lui ai demandé. Et si c'est juste, et c'est la nature de cet écart-là, on va en parler, qui va faire que on va soit progresser, soit on risque de régresser fortement. Ok. Voilà. Merci. Dans l'émergence de nouveaux comportements ou de ces décisions conformes, oui. Sur quelle situation d'apprentissage vous reposez de manière dynamique ou plus cognitiviste ou une réponse assez... Il faut que vous précisiez la question. Dans quel type de situation d'apprentissage vous utilisez pour faire émerger de nouveaux comportements ou ces décisions pour apprendre en fait? Quelle pédagogie un apprentissage plutôt dynamique, cognitiviste, je sais pas, behavioriste, je sais pas si ça vous parle. Oui, ça me parle. Donc, mais je sais pas vraiment, j'ai pas pensé en fait. Je connais les théories. Alors, je dirais que ça dépendra des instructeurs. Il y a des instructeurs qui seront behavioristes et d'autres qui seront plus cognitivistes. Je pense faire partie de cette dernière catégorie. Au départ, je pense qu'on est behavioriste. C'est-à-dire que quand je parle d'acquisition de skills, on est dans la répétition et on veut juste qu'un stimuli corresponde à une réponse assez standard. Ça correspond aux premières phases de la vie d'un pilote à qui on demande d'être équipier. C'est-à-dire que quand je suis équipier, je ne veux pas forcément de prise d'initiative. Je ne sais pas si c'est la question qui est liée ou sa question qui a fait germer la vôtre. Au début, un équipier, je lui demande de me suivre. Voilà. Il faut qu'il soit en place au moment où j'ai besoin de lui et qu'il me sème pas de tracas. Donc, pas trop de réflexion, ni de... Voilà. Et ensuite,
lorsqu'il va devenir leader de patrouille, c'est-à-dire qu'il va devoir à la fois gérer son avion mais aussi son équipier. Là, on va commencer à lui faire toucher du doigt justement cette capacité à se décentrer. On va évaluer ça par exemple, cette capacité à se projeter dans la tête de l'équipier pour comprendre en gros ce qui se passait à ce moment-là de sa décision par exemple ou de son action. Et puis ensuite, la dernière étape, ça sera l'étape de chef de patrouille où là, on va demander des compétences et on va amener le candidat à se questionner sur des aspects plus stratégiques. Donc là, on n'est plus du tout behavioriste, on est plus, je ne sais pas si c'est cognitiviste, mais voilà. Donc, on va dire initialement, il n'y a pas trop de marge de latitude, de marge de manœuvre, et puis au fur et à mesure, justement, on va demander à la personne de se singulariser et on va lui demander d'avoir un genre ou en tout cas un style particulier. Plutôt un style. On va lui demander d'avoir son style dans la manière de préparer la mission, dans la manière de se comporter en vol, d'agir. Et donc là, du coup, on a des comportements qui sont dans le cadre. Comment je pourrais dire ? On cherche. Alors, c'est tout à fait l'inverse des Américains. Hein. Souvent, on a tendance à comparer l'armée de l'air avec l'armée de l'air américaine, et je pense qu'il ne faut pas le faire parce qu'on n'a rien à voir. Les Américains, eux, ils ont un grand nombre de pilotes, beaucoup de moyens, et pour moi, le seul moyen de contrôler ça, c'est de rigidifier et de standardiser, donc d'avoir des comportements relativement homogènes chez tous les pilotes. Nous, on a une petite population. On nous demande d'agir un peu dans tous les types de missions, donc il faut qu'on soit relativement adaptatif. Et donc, par exemple, pour nous, ce qu'on cherche à inculquer dans la tête d'un pilote, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste... il y a un cadre d'évolution, et on ne veut surtout pas qu'il soit au milieu du cadre. Parce que l'adversaire, lui, ce qu'il cherche, c'est de le retrouver au milieu de ce cadre-là. Donc, ce qu'on apprend aux pilotes, c'est d'être en bordure du cadre pour justement... laisser place à l'impromptu, créer de l'incertitude face à l'ennemi. Donc on stimule plutôt la créativité des pilotes, justement en ne les bridant pas trop, pour qu'ils ne se retrouvent pas, pour qu'ils ne soient pas prévisibles. Et c'est une philosophie complètement à l'opposé de celle des Américains. Donc vous avez des gens qui correspondent aux standards de briefing, etc., mais la manière de briefer, elle est différente, même s'ils collent aux mêmes rubriques. Et après en vol, c'est pareil, ils vont répondre aux mêmes standards, même aux standards NATO, mais une fois qu'on leur lâche la bride, ils vont avoir leur style particulier. Et ça, c'est éduqué. On l'éduque d'abord très rigoureux, très, très contrôlé, et puis ensuite on laisse place à la créativité, et on stimule ça même. Bonsoir. Moi, je vais poursuivre sur la question de Rémi concernant les situations, disons les stratégies d'entraînement que vous mettez en place. Oui. Aujourd'hui, en sport, on voit aussi des situations qui sont basées sur la mise en place de situations et des contraintes, en fait, pour faire émerger les situations qui sont des solutions qui sont propres à l'individu. Oui. Est-ce que ça, vous le mettez en place et est-ce que c'est possible de le mettre en place dans la formation des pilotes, ou vous restez quand même sur quelque chose de très cadré, feedback lors des briefings et cognitiviste du coup? Alors, je connais ces deux approches de l'entraînement, de la formation en sport. Là. Moi, je pense qu'on est plus dans ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire, oui, on va mettre les gens en situation nouvelle à chaque mission, mais on va le faire à partir du moment où ils ont le socle suffisant pour y faire face. On ne va pas commencer, par exemple, j'ai plein d'exemples, donc je vais pas le choisir comme ça, mais je vais rester généraliste. On ne va pas mettre un jeune dans une situation qui n'a pas de sens ou qui n'est pas suffisamment générique. Par contre, à partir du moment où il aura acquis un socle, on va commencer à mettre des choses nouvelles. Par exemple, on va faire, sur une mission normale, on va faire intervenir, par exemple, ce qu'on appelle des Spoutniks, c'est-à-dire un avion qui n'aurait pas été détecté ni annoncé très haut, très vite, pour voir comment les gens vont réagir. Tout le monde va réagir, du plus jeune au plus vieux. Mais il faut que le plus jeune soit aussi en mesure
d'intégrer ce nouvel élément dans le contexte. S'il est déjà derrière l'avion sous la vague parce qu'il n'a pas les habiletés ou les règles suffisantes pour apprécier cet événement nouveau, pour lui ça n'a pas de sens. Donc parfois on arrive à... ouais, je vais déborder. Mais il arrive qu'avec le Rafale on arrive un peu à faire ça. C'est-à-dire comme le Rafale est un avion polyvalent, c'est un peu le piège d'ailleurs des pilotes, c'est que l'avion est polyvalent. Donc les gens vont partir, vont briefer une mission par exemple de défense aérienne, où on est censé se battre contre d'autres avions. Et puis on décolle, et puis là on apprend que les adversaires n'ont pas pu décoller parce que le terrain duquel ils décollaient était impraticable. Donc les Rafales se retrouvent en l'air, et ce que font les pilotes, à juste titre, eh bien, ils vont optimiser l'heure de vol en reconfigurant la mission, en faisant mettons, une mission de bombardement. Donc d'une mission qui était briefée pour faire du combat, ils vont en faire du bombardement. Et moi j'ai été témoin d'une mission de ce type-là, où tout le monde s'est fait peur, parce que les gens n'avaient pas forcément, premièrement, les bonnes connaissances de la mission qui était briefée en vol, enfin, rebeloté, comment dire, redéfini en vol. Donc les gens n'avaient pas forcément tous les bonnes connaissances, ça n'avait pas été briefé, donc je vous disais tout à l'heure, la préactivation de la mémoire de travail, c'était pas là. Donc on avait aligné toutes les plaques pour que les gens se fassent peur. Et donc finalement, il n'y en a qu'un pour qui ça a été profitable, c'est celui qui a rebeloté la mission, qui l'a reconstruite. Mais tous les autres, en fait, ça a été complètement improductif, parce qu'en fait, personne n'en a tiré profit. Donc ça, c'est un exemple pour dire que ouais, l'improvisation, on l'amène, mais on l'amène de manière contrôlée. Voilà. Enfin, ceux qui vont devoir improviser, c'est ceux qui sont acteurs, mais c'est contrôlé par celui qui va orchestrer l'entraînement, entre guillemets. Donc commencer tout de suite par de l'analyse de situation sans avoir les skills, on ne fait pas. On ne fait pas parce que, peut-être que je le disais, j'ai peut-être pas insisté assez au début, mais derrière, il y a des enjeux de vie, quoi. Et donc il y a la sécurité des vols derrière, donc on ne peut pas trop jouer. Mais ça marche, j'imagine que ça marche. Hein. D'autres façons marchent, je pense, mais nous on prend celle-là parce que je pense qu'elle est plus sûre au niveau sécurité des vols. Je vous propose d'enchaîner sur la suite. Ouais. Donc je voulais juste là ici éclairer ce que je vois dans les exigences moyennes, c'est-à-dire retravailler en permanence quel est mon objectif, qu'est-ce que je cherche à atteindre, est-ce que j'ai réellement les moyens d'y arriver. Donc on va avoir la notion de stress qui s'approche, et puis la notion de motivation. Donc je sais que je suis devant un parterre d'experts de ces domaines-là, je vais donc accélérer un petit peu pour donner plus de place à la dernière partie. Je voulais juste à la limite que vous sachiez où nous en sommes au niveau de la réflexion sur le stress et la motivation. Donc pour nous aujourd'hui, il y avait encore quelques années, on parlait de bon stress, de mauvais stress, y compris dans les escadrons. Aujourd'hui on a écarté ça en disant qu'il y avait du stress et de la motivation. Sachant que le stress pour nous c'est délétère. Alors, quel comportement face au stress? Alors rapidement, il y a un modèle que j'aime bien pour expliquer ce que nous on appelle le stress, enfin ce qu'on considère être le stress. C'est le modèle de Ward, où en gros vous avez, ce qui est intéressant à regarder, c'est la courbe en ambre qui représente l'effort fourni par l'individu, et la courbe en tiré qui correspond à la performance réalisée. Bon, la partie à gauche, j'en parle pas, en général j'en parle pour les gens qui sont plutôt des logisticiens type pilote de ligne, parce que pour eux en général ce qui est difficile c'est ils mettent un effort énorme à réaliser une petite performance, c'est-à-dire rester éveillé. Bon, je caricature, je pense qu'il y a peut-être des gens que vous... Voilà, bon, c'est enregistré, tant pis, c'est pas grave, je mettrai les syndicats à dos. Bon, donc nous dans la chasse on est plutôt concernés par la partie de droite de ce modèle. Et donc, en général, comme tout humain, ce qu'on cherche à faire, c'est de se donner des marges pour que la performance réalisée soit acceptable, soit bonne, tout en investissant un minimum de ressources. Lorsqu'intervient une difficulté, c'est là que commence l'émergence de stress, où en fait, on a tout un tas de stratégies que je ne vais pas forcément développer ici,
mais qui nous amène à un point de rupture, ou qui devrait nous éviter d'amener, de nous retrouver dans ce point de rupture qui est le stress, c'est-à-dire le moment où je continue à engager des ressources, donc à fournir un effort qui soit physique ou intellectuel, alors que ma performance est en train de se dégrader. Voilà. Donc c'est ce moment-là, ce point de rupture, que l'on identifie comme stress et que l'on cherche à gérer et à maîtriser. Alors en général, quand il y a plusieurs stratégies, il y a René Amalberti qui a beaucoup travaillé sur ce domaine-là dans l'aéronautique et qui a développé un modèle multifil qui dit en fait, qu'est-ce qu'on fait un pilote dans ces cas-là? Lorsqu'il a une difficulté qui se présente, il a plusieurs choix. Soit il laisse courir parce qu'il sait que le processus dans lequel il est a une telle dynamique que ma préoccupation, ma difficulté, elle va s'effacer d'elle-même. Donc c'est une première option. Et ça arrive souvent. Ça, c'est l'expertise qui fait. Ou alors, je vais essayer d'enrichir ma conscience de la situation. Donc, je vais essayer de prélever des informations supplémentaires. Ou alors, je vais changer de niveau d'abstraction. Donc, le niveau d'abstraction, l'abstraction, c'est quoi? C'est la façon dont on regarde un problème. Et Rasmussen, donc le créateur du modèle SRK, il a également travaillé sur ces niveaux. Il a également travaillé sur les niveaux d'abstraction. Alors, le niveau d'abstraction, c'est donc en gros la perspective avec laquelle on regarde un problème. Lorsque je parle d'une machine à laver, par exemple, pour moi, quand on parle de machine à laver, pour moi, je pense à l'esthétique d'une machine. Je la vois si est-ce qu'elle s'intègre parfaitement dans ma cuisine ou est-ce que je la mets dans la buanderie parce qu'elle n'est pas belle. Pour ma femme qui fait la lessive, encore aujourd'hui, elle va plutôt raisonner en termes de capacité. Combien de kilos je peux y mettre? Combien de kilos de linge elle va laver? Si je discute avec mon voisin qui est dépanneur, lui, quand je lui parle de machine à laver, il va penser processeur, est-ce que c'est une machine quelle génération, etc. Donc vous voyez que pour un même objet, la manière dont une personne va la regarder va faire accéder à un monde complètement différent. Et donc, ce qu'on demande, nous, aux pilotes, c'est justement de prendre du recul par rapport aux événements et essayer de changer de niveau d'abstraction lorsqu'ils sentent ce stress qui est en train d'émerger chez eux. Et donc c'est pour ça que je recommande fortement aux leaders de patrouille de briefer la patrouille et d'insister sur le risk level. Lorsqu'on reçoit une mission, l'état-major nous donne le niveau de risque qui est demandé. Il y a un niveau de risque qui est high. Le high risk level, ça veut dire qu'on peut y laisser notre vie ou le matériel. Ensuite, il y a un medium risk level où en fait, on doit éviter de laisser du matériel. En tout cas, nous, on doit s'extraire de la situation. Et le low risk level, c'est qu'on n'acceptera aucune perte, qu'elle soit humaine ou matérielle. Bon, après, il y a des déclinaisons, mais en gros, c'est les 3 grandes catégories. Ça, c'est hyper important de le briefer. Pourquoi? Parce que, par exemple, si en vol, ma mission consiste à empêcher un ennemi de rentrer dans la zone. Bon, je vais arriver, l'ennemi arrive, je tire un missile sur lui. Mon missile vole, et pendant que mon missile vole, par exemple, j'ai un problème technique, mon radar tombe en panne. Bon. Là, je vais commencer à sentir mes mains qui picotent, mes dessous de bras qui s'humidifient. Je vais commencer, autrement dit, je vais avoir une réponse physiologique au stress. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? C'est changer de niveau d'abstraction. C'est me dire, bon, ma mission, c'est quoi? C'est pas de réparer mon radar, c'est que l'ennemi fasse demi-tour. Et effectivement, j'ai l'information du contrôleur que l'ennemi a fait demi-tour. Donc pour moi, ma mission, mon objectif, il est rempli. Donc si je change de niveau d'abstraction en me disant, bon, c'était quoi l'objectif de ma mission? Je n'ai pas de raison de stresser. Voilà. Si par exemple, j'entends que l'avion revient, mon radar n'est plus bon, donc je n'ai pas les moyens de l'arrêter, là je vais changer de niveau d'abstraction en me disant, je vais passer sur une fonction beaucoup plus générale, c'est en gros quel est le risk level d'aujourd'hui. Si c'est un risk level médium, ça veut dire que certainement que l'enjeu, il n'est pas d'empêcher absolument l'ennemi de passer, ou alors que j'ai des collègues qui vont venir me remplacer sur la zone. Donc moi, mon salut, il passe par ce changement de niveau d'abstraction en me disant, c'est du low risk level, donc je ne reste plus là. Je ne suis pas en mesure d'assurer la mission, donc je m'en vais. Et les pièges que l'on rencontre, c'est de ne pas être capable de changer de niveau et de rester sur un niveau très bas de technique où je suis en train d'essayer de réarmer mon radar. Pendant ce temps-là, je n'entends pas que le contrôleur me dit que la menace est en train de revenir et est en train de me tirer. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de faire intégrer à nos pilotes. Alors, comment on le fait? On a maintenant d'autres outils issus des neurosciences et de l'imagerie cérébrale qui ont mis des images justement sur ces mécanismes de stress. Alors,
Vous connaissez donc le cerveau reptilien, je ne reviens pas dessus, c'est celui de la survie, fuite, lutte, inhibition, ça je sais que tout le monde connaît ici. Il y a la partie limbique qui est le siège donc de nos apprentissages, c'est notre intelligence, enfin c'est notre, c'est là que résident toutes nos connaissances, nos émotions aussi. Et puis il y a la partie préfrontale qui est notre intelligence supérieure, inconsciente. Voilà. Et donc ce qu'on essaie d'expliquer aux pilotes, c'est que en situation normale, ben, il est tout à fait logique et même recommandé, puisque j'étais en train de vous expliquer qu'on fondait notre formation sur les skills et les routines. Donc quand je suis dans une situation normale, j'ai de bonnes raisons et je suis formé à travailler avec mon cerveau limbique, c'est-à-dire d'appliquer ce que j'ai appris. Comment est-ce que je sais que je suis en mode limbique? Ben, c'est quand je me dis... j'ai avancé. C'est quand je me dis, par exemple, je réponds à la question, quand je fais ça, pourquoi je le fais? Ben, je le fais parce que j'aime ou j'aime pas. Ou je ne fais pas parce que j'aime pas. Donc s'il y a ces questions-là, je réponds dans ce sens-là, c'est que je suis en train de fonctionner avec mon cerveau limbique. Pourquoi? Parce que, par exemple, il porte tout ce qui est image sociale. Si quand je suis dans une action et que je suis en train de me demander quelle image je renvoie aux autres, je suis en fonctionnement limbique. Bon, c'est des indices que je donne aux pilotes pour qu'ils essaient de... C'est extrêmement difficile hein, de communiquer sur ce genre de modèle. Bon, en situation nouvelle, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser la place à sa partie préfrontale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celle qui nous laisse la place à notre créativité. C'est celle qui permet de nuancer les choses. C'est celle qui nous permet d'être adaptatif. Donc il faut, lorsque je suis lorsque c'est mon préfrontal qui fonctionne, je réponds à cette question-là en me disant plutôt oui, je fais ça parce que c'est bien de faire comme ça. D'où l'importance des valeurs. Donc si je suis en limbique et qu'à un moment je me dis bon là, je vais faire ça parce que c'est bien de faire ça, ben là je peux être rassuré. Pourquoi je peux être rassuré? Parce que si je ne laisse pas la place à ce préfrontal, au fonctionnement du préfrontal, ce que l'imagerie a démontré, c'est que lorsqu'on insiste en mode limbique, autrement dit, lorsqu'on veut faire entrer dans une situation des méthodes qui ne sont pas adaptées, eh bien, ce qui se passe, c'est que, de manière incontrôlée, c'est le préfrontal qui s'active, donc on voit l'oxygénation de la partie préfrontale du cerveau, et qui va venir activer le cerveau reptilien. Et c'est là qu'on a des comportements complètement inadaptés à la situation. Donc ce qu'on dit aux pilotes, c'est apprenez à sentir cette montée de stress pour vous rendre compte que vous êtes en train que votre mode d'action ne colle pas à la situation. Et si vous vous rendez compte de ça, eh bien vous allez changer de niveau d'abstraction et là, du coup, vous allez éviter que votre reptilien entre en action et vous fasse réagir en lutte, fuite ou inhibition. Voilà, c'est le message que l'on fait passer, qui reprend ni plus ni moins que le modèle précédent, hein, qui date des années 90, mais qui aujourd'hui est illustré à partir d'imagerie cérébrale. Voilà. Donc, pour nous, il n'y a pas de bon stress. S'amuser à faire le stressé pour montrer qu'on est impliqué par une mission, on ne veut pas ça. Parce que le stress est communicatif et de toute façon, ça ne veut pas dire que je suis concerné de montrer que je suis stressé. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens motivés. Donc, la partie motivation, eh bien, c'est la difficulté. Je pense que c'est également tout l'enjeu de vos formations. C'est comment est-ce qu'on motive des gens qui... pour moi, les pilotes de chasse ont fait le plus beau métier du monde. Et pourtant, j'ai des gens qui sont démotivés. Il y a des gens qui rentrent... il m'est arrivé de dire à un entraîné qu'on qualifiait chef de patrouille, il avait... toute la journée, elle lui était consacrée. On mettait tous les moyens pour lui et il rentrait démotivé. Et donc, j'ai dit, regarde, tu vois aujourd'hui ce que va faire l'escadron pour toi. Donc... il y a des problèmes. Il y a un problème de motivation parfois, même chez les pilotes de chasse. Donc du coup, comment on considère la motivation? Bon, premièrement, ce qui est important à retenir, vous le savez déjà, c'est que la motivation qui dure, c'est la motivation intrinsèque. Donc moi, en tant qu'organisateur d'une activité en vol, je peux jouer forcément sur la motivation extrinsèque. Je vais lui dire, si tu as ta qualification, tu vas aller faire l'exercice aux États-Unis, 3 semaines à Las Vegas, là c'est une motivation intrinsèque, il y a une récompense derrière. Donc c'est un moyen, c'est une carotte. Mais c'est pas ça en fait qui va faire que le pilote va rester motivé toute une carrière.
Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de stimuler sa motivation intrinsèque. Alors tout à l'heure, on disait sur les histoires de légitime défense que celui qui n'est pas en adéquation avec les idées du leader, on le détecte assez vite. Parce qu'en fait, la motivation intrinsèque, elle est testée ou elle est perçue au fil de la progression d'un pilote. Donc en général, on a des gens qui sont, contrairement peut-être à Taïwan, que j'évoquais en introduction, on a des gens qui intrinsèquement veulent atteindre le même objectif, c'est-à-dire être le meilleur pilote de chasse de l'armée de l'air. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a des moments où la motivation, elle baisse. Donc comment est-ce qu'on fait pour ça? Comment est-ce qu'on fait? Il y a des qualifications où il y a aussi, en tant que responsable de la formation, c'est de proposer des challenges. Ou de proposer des challenges, c'est-à-dire donner l'impression au pilote que c'est son choix. Par exemple, je vais dire, tiens, là j'ai une mission qui est un peu compliquée, là, j'ai pas le temps d'en occuper, tu veux bien t'en occuper? Et si le gars me dit oui, je sais que là, j'y gagne parce que premièrement, il me soulage, mais en plus, c'est lui qui a proposé de le faire, donc il s'est investi, il va développer des compétences, il va développer une reconnaissance au niveau du groupe. Donc ça, pour moi, c'est des moyens d'aller restimuler sa motivation intrinsèque. Lui donner donc des occasions de prendre des décisions, de s'autodéterminer et de développer ses compétences par ses propres choix. Voilà. Alors, la motivation, c'est compliqué parce que c'est quelque chose de structurel. Alors, il y a un triptyque qui est assez facile à comprendre, c'est le lien entre émotion, pensée et comportement. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de lorsqu'on a deux équipes nationales, au moment de l'hymne national, on a des gens dans le rugby qui pleurent, et puis on a des gens dans le foot qui rient. Donc comment expliquer ça? Donc on peut expliquer ça. Moi, je ne vais pas l'expliquer en tout cas, mais en tout cas, ça met en évidence le fait que l'émotion, c'est peut-être l'émergence de la motivation profonde des gens. Peut-être. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les pensées ou les comportements vont venir jouer sur l'émotion, ou l'émotion va aussi venir jouer sur les pensées et les comportements des gens. Nous, en tant que pilotes, dans les escadrons, on ne joue pas sur les émotions. On ne joue pas sur les émotions parce que, en fait, c'est un peu délicat. Si au briefing, je commence à jouer sur les émotions, déjà, je ne suis pas formé à ça, mais en plus, je fais courir un risque à mes partenaires parce que une fois qu'on est décollé, moi, je les vois plus, les gars. Donc, les seules bribes d'informations que j'ai sur l'état émotionnel qu'il y a dans leur cockpit, c'est via la radio, via les communications, via la prosodie, c'est-à-dire l'émotion qu'ils ont dans la voix, la pertinence de leur intervention à la radio. Il n'y a que comme ça que je vais être capable de savoir si le gars il est enthousiaste, il est dans l'avion ou s'il se passe un truc. Donc, traditionnellement, nous, on ne joue pas là-dessus. On va plutôt briefer sur les pensées et les comportements, et puis les émotions vont venir d'elles-mêmes, puisque la motivation est là. Voilà. Donc, après, il y a, je sais que par exemple dans le rugby, les discours d'avant-match, c'est pas sur les comportements ou les pensées, mais c'est plutôt sur les émotions. Le discours d'avant-match, il est surtout basé sur les émotions, parce que derrière, ça va générer des comportements et des pensées, ou des pensées et des comportements attendus. Donc les trois fonctionnent ensemble, c'est bien imbriqué, mais nous, on ne joue pas sur les émotions, on évite ça. Voilà. Donc la motivation, elle naît de cette combinaison des trois, elle est plus structurelle, alors que les émotions, elles sont fonctionnelles. Voilà. Donc c'est difficile. Alors, comme c'est difficile, moi j'ai choisi un exemple. J'ai choisi un exemple pour illustrer ça, parce que je trouve qu'il est assez parlant, et moi il me parle bien. C'est l'analogie avec, ou la métaphore de la combustion d'un moteur. Si on a fait l'analogie avec la combustion, on va dire que pour qu'il y ait une combustion, il faut qu'il y ait un comburant, c'est-à-dire un contenant, donc une cylindrée avec des pistons. Ensuite, il faut qu'il y ait du carburant qu'on va injecter, c'est l'activité qu'on propose de faire aux sportifs ou aux pilotes. Et puis, pour qu'il y ait vraiment une combustion, il manque quelque chose. Pour vous, il manque quoi? Oui? Donc, il manque une bougie. Alors, si on faisait l'analogie avec l'étincelle, qu'est-ce qui manque selon vous dans la construction de la motivation, même chez un sportif? Oui. Oui. Alors moi j'ai choisi il y a le désir, moi j'ai choisi de vous parler de la confiance.
Pour moi, le moteur, le déclencheur, le catalyseur de la motivation, c'est la confiance. Alors, je vais vous expliquer comment on voit la confiance. Bon, la confiance en soi d'abord. Voilà, c'est un peu ça déjà. Donc ça, c'est le pilote de chasse, hein, on a bien compris. Un ego surdimensionné. Bon, alors comment est-ce que... Alors ça, c'est René Armi-Alberti qui définit ce modèle-là, pour avoir étudié les pilotes de chasse. En fait, on lie la confiance avec le développement des compétences. Donc un jeune pilote, au départ, eh bien, en fait, sa confiance va se développer avec les compétences qu'on lui donne. Et puis, quand je vous disais tout à l'heure que c'était guidé jusqu'au niveau équipier, ensuite il va basculer dans une autre phase où il va être leader, c'est-à-dire qu'on va lui donner les clés du camion, il va faire un peu ce qu'il veut avec l'avion. Et c'est là où il va aller toucher les bordures il va aller toucher les limites. C'est-à-dire que c'est là où il va aller se faire peur. Il va aller se faire peur, et puis normalement il devra en revenir, hein, puisqu'il est là pour construire sa confiance. Donc il va toucher ses limites, et puis ensuite, comment dire, cette découverte de ses limites de compétences, ensuite il va arrêter, et on va avoir une deuxième phase de retrait jusqu'au niveau d'expertise. Là, en gros, il va avoir construit sa confiance en lui. Alors, personnellement, j'ai constaté que parmi mes copains de promo, moi j'ai eu la chance de faire du monoplace. Et c'est extrêmement remarquable de voir que l'écart qu'il y a entre un pilote de monoplace et un pilote de biplace. Un pilote de biplace, il est tout le temps avec un navigateur derrière qui est en train d'observer ce qu'il fait, et il partage à chaque fois, au moment où il faut prendre la décision, il partage l'avis, il demande l'avis de son collaborateur. Et ne serait-ce que d'avoir ces situations-là où en fait je dois décider à deux, ou en tout cas ce que j'ai envie de décider, ça sera analysé par une tierce personne, enfin par mon équipier, on a constaté que c'était un frein à l'émancipation du pilote. Alors qu'un pilote de monoplace, il va aller toucher les bords du domaine en se disant que j'ai pas été vu, je me suis fait peur, mais c'est bon, j'ai compris. Mais lui, du coup, il va gagner en confiance, il va gagner quasiment 1 an de formation. Ça a été quantifié. Donc 1 an de formation, le fait d'avoir cette latitude d'aller toucher ses limites. Voilà. Après, donc, on travaille en patrouille. Donc la confiance en soi, c'est bien, mais après, il y a aussi la confiance collective. Alors, la confiance collective, comment elle se gagne? Donc là, vous avez l'exemple le plus illustratif de la confiance qui doit régner en vol entre donc, une patrouille à 2-8 qui évolue à 1 mètre. Donc il faut avoir confiance dans les compétences, il faut avoir confiance... voilà, ils ont une confiance aveugle, ces gens-là. Alors pour moi, il y a un double mécanisme en fait. Il y a premièrement, je reviens toujours sur la situation d'équipier, de leader et équipier. Premièrement, il faut que le leader fasse confiance à son équipier. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où je connais le niveau de compétence de mon équipier, je lui donne des points de passage obligés, des points de report obligés, mais je lui fais confiance. Donc il a de l'attitude pour faire exécuter l'action qu'il juge bon d'être menée, dans la mesure où il respecte mon plan et qu'il ne vient pas perturber mon plan. Donc je lui fais confiance. Lui, de son côté, il cherche à gagner ma confiance. Donc à chaque fois que je lui lâche la bride, il essaie de faire du mieux qu'il peut pour que lorsqu'on débriefe, je m'aperçois que il est au niveau que j'attendais, il a même fait mieux que j'imaginais, etc. Donc il y a une construction de la confiance en termes d'efficacité qui se produit selon cet axe-là, de gagner la confiance et faire confiance, ou donner confiance et gagner la confiance. Donc ça, c'est une première relation bijective entre le leader et l'équipier. Mais il y a une construction de la confiance qui est plus profonde et qui permet de la fiabiliser. C'est, si on voit dans la racine de confiance, il y a aussi la notion de confidence. Et c'est là-dessus que je trouve intéressant de réfléchir, c'est que pour que mon équipier soit, comme je l'ai dit avant, me montre qu'il est capable de faire, mais aussi soit capable de me faire remonter ses difficultés, les difficultés qu'il rencontre, il faut que moi aussi je lui montre que je suis digne de sa confiance et de ses confidences. Donc il faut qu'à la fois je sois capable d'être exigeant avec lui pour qu'il fasse ce que je lui demande, mais aussi il faut que je sois capable de comprendre ses difficultés, que je fasse de l'empathie, ou en tout cas que je sois capable d'analyser ses erreurs ou ses difficultés pour qu'il soit capable de les remonter, qu'il ait envie de me les remonter. Donc c'est ce double mécanisme qui me semble être important si on veut une confiance qui soit efficace et durable et fiable. Voilà, donc c'est également un message que j'adresse aux leaders, aux chefs de groupe,
qu'il faut, il faut à la fois être exigeant, mais aussi humain, entre guillemets, parce qu'il faut être capable de comprendre que l'humain a des difficultés ou l'équipier a des difficultés. Voilà, donc pour synthétiser ce que je viens de dire sur comment est-ce qu'on manage la motivation, premièrement, développer les compétences, ça c'est un moteur de motivation. Donc appuyer sur ce qui a été bien ou ce qui va être bien réalisé dans l'avenir plutôt que de revenir sur ce qui était mal et d'insister lourdement sur ce qui ne va pas bien. Donner de l'autonomie, ça je viens de le dire. Donc c'est-à-dire plutôt contrôler mais laisser le choix à l'équipier de certaines situations. Et puis l'appartenance sociale, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est développer la singularité. Tu fais partie du groupe, mais tu es différent de moi. Tu as ton style, tu leads différemment, tu fais des manœuvres différentes, tu fais des tactiques différentes, mais le résultat est tout aussi efficace et j'ai besoin de ton style, j'ai besoin de toi. Voilà. Et c'est pas parce que tu es différent que tu fais pas partie du groupe. Voilà. Donc ça, c'est les 3 axes qu'on essaie de développer dans les escadrons pour essayer de maintenir une motivation qui dure chez les jeunes. Hein. Enfin, chez les jeunes et les vieux d'ailleurs. Voilà. Donc je peux m'arrêter là où j'ai encore 10 minutes sur les erreurs avec quelques vidéos illustratives. Non, juste des questions. D'accord. Est-ce que vous utilisez les simulateurs pour monter en confiance? Parce qu'en fait, par exemple, quand j'avais suivi un petit peu les pilotes de ligne aérienne, les civils, ils font 95% de leur temps sur avion et après sur simu. Oui. Donc, est-ce que vous utilisez, puisque vous commencez à dire que vous utilisez de plus en plus le simu, est-ce que le simu, pour vous, est une... J'ai 2 questions. 1, pour gagner la confiance, oui. Et 2, par rapport à la deuxième partie, sur la mémoire long terme, puisque ce que j'avais vu des pilotes d'aviation civile, ils apprenaient les 900 pannes ou les 700 pannes possibles dans l'avion, qui était impressionnant. Et en fait, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que c'était pour eux une manière d'aller plus rapidement dans la mémoire long terme pour aller récupérer les infos. Est-ce que ça, vous le faites? Oui, alors on va dire qu'il y a, on peut partager l'activité en 2 domaines. Celui auquel vous faites référence, c'est le domaine de la gestion des pannes qui ne se fait quasiment qu'au simulateur. Donc effectivement, la confiance et la montée en compétence sur ce genre de situation ne se fait qu'au simulateur. Donc effectivement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, lorsque je suis en situation réelle et que je suis confronté à une panne, je vais justement aller piocher dans ma mémoire, soit sur une checklist ou alors dans la même mémoire des événements vécus en simulateur. Après, l'autre versant du pilote de chasse, c'est gagner en confiance dans des tactiques de combat, sur des manœuvres, sur des plans, des stratégies de combat, où là, on peut très bien les développer au simulateur. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Alors, c'est pas ce qu'on fait parce que, premièrement, dans les simulateurs, on a des moniteurs simulateurs qui ne sont pas des pilotes et donc qui n'ont pas la légitimité pour analyser les tactiques qui sont développées au simulateur. Donc ça, c'est un problème organisationnel qu'on est en train de résoudre parce que, comme je le disais un peu tout à l'heure, on va développer on pense qu'il faut développer la partie simulation puisque la simulation est de plus en plus riche. Et donc on va rajouter des pilotes dans les simulateurs pour justement analyser, développer l'aspect tactique. C'est ce que font les marins par exemple aujourd'hui. Les marins font ça, mais nous on fait pas ça. Et après, juste par rapport à ce que ça me fait penser à une autre dernière chose. Non, je vais déborder. Non, c'est trop long. Mais la question que j'ai une question de recherche en fait, c'est parce que je travaille sur la conception d'un futur Rafale. Et lorsque je récupère l'expression de besoin des pilotes, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est lorsque je les mets en situation de réflexion, si les images qu'ils vont chercher, ce sont des images qu'ils vont chercher en mémoire parce que c'est des événements vécus en vol, ou si c'est des images qu'ils ont vécues en simulateur. Et ça, en fait, j'ai pas fait ce travail-là, mais si jamais on avait la réponse à ces questions-là, ça nous permettrait peut-être aussi de développer plus la partie simulée et au détriment de la partie vol. D'accord. Mais ça m'intéresse d'en parler parce que j'ai travaillé sur le moteur du Rafale. Et donc, je me souviens juste d'un soir où un pilote est arrivé en disant « Ce que j'ai vu sur le Rafale, ça ne nous convient pas parce que dans les situations… » Et on a passé la nuit à corriger
à refaire tout le truc. Et donc, je trouve que vous aviez dit que vous alliez parler de l'ergonomie, et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que, moi, je suis dans le monde du développement logiciel, et on dit qu'il faut faire tester par les utilisateurs finaux. Oui. Mais avant que vous ayez tous les pilotes de chasse qui viennent nous aider à développer en tant qu'informaticiens, on les a pas. Mais je trouve que, et alors que c'est énorme, moi, je me souviendrai toute ma vie d'avoir passé de la nuit à corriger parce que ça correspondait pas à les situations critiques que vous viviez. Bon, alors, moi, ce que j'ai fait un peu plus que ce que vous demandiez, c'est que je les ai pris pour concevoir, non pas pour tester. Alors là, je suis entièrement OK avec vous. Donc, j'en ai eu 8 pendant un an avec moi. OK, super, merci. Bon. Merci bien, Daniel. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci.